J'ai le plaisir de recevoir Stéphane Alix. Stéphane Alix, bonjour. Bonjour. Tu es grand reporter, journaliste. Tu es aussi fondateur de l'INRES et tu viens aujourd'hui, à nouveau sur notre antenne, pour nous conter ton voyage et tes rencontres. Tu as rencontré des chercheurs, des scientifiques dans un but bien précis, celui d'écrire un recueil, un livre, un document de travail pour l'INRES. Alors qu'es-tu parti faire et où ? Alors je suis parti aux États-Unis une quinzaine de jours, tout début janvier. Effectivement, dans le cadre des recherches que l'on mène aujourd'hui à l'INRES, comme je l'avais déjà expliqué à plusieurs reprises lors des précédentes interventions sur cette même antenne, la priorité des priorités de l'INRES aujourd'hui, qui existe depuis quelques mois maintenant, c'est de synthétiser et de poser à plat un petit peu les connaissances qui ont été acquises parfois depuis plusieurs décennies sur ce que l'on appelle communément les expériences extraordinaires. Parce qu'en dehors d'un petit cercle de gens comme ceux qui nous écoutent et puis quelques autres rares qui savent de quoi on parle, la majorité des gens ne savent pas trop de quoi il s'agit. C'est quoi expérience extraordinaire? Ah bon, c'est pas des trucs bizarres? Ah bon, ça existe? C'est pas des malades? Enfin voilà, il faut un peu clarifier le débat, de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience de mort imminente? Qu'est-ce que c'est les caractéristiques d'un enlèvement extraterrestre? Qu'est-ce que c'est qu'une possession? Qu'est-ce que c'est qu'une expérience d'extase mystique? Voilà, toutes ces choses-là qui sont vécues d'une façon extrêmement fréquente par énormément de gens restent un peu dans le non-être, dans le non-existant. Donc la priorité de l'INRES, c'est de synthétiser dans un bouquin qui s'appellera provisoirement le manuel de description clinique des expériences extraordinaires, l'ensemble des connaissances qui ont été forgées dans le monde scientifique, dans le monde de la santé mentale, non pas parce que ces expériences sont dues à des pathologies, justement pas, mais parce que les gens qui travaillent dessus, psychiatres, psychologues, ceux avec qui qu'on a côtoyés, ont une expérience de l'exploration de l'expérience humaine, du subjectif et de tout ce domaine qui demande à être abordé avec beaucoup de prudence. Un livre référence donc. On veut essayer de faire un livre effectivement qui puisse être utile aux gens qui sont confrontés à ça, donc à des parents qui s'inquiètent pour leur enfant qui a quelque chose ou qui traverse des expériences bizarres, pour des médecins, pour des infirmières, pour des gens qui sont peut-être un peu perdus, surtout pour légitimer l'écoute et l'accueil et le travail autour de ces questions, parce que il n'y a rien de plus déstabilisant pour quelqu'un qui vit une expérience bizarre, qui ne le comprend pas, de ne pas pouvoir l'exprimer, même au sein d'une famille, même pour des expériences qui sont relativement classiques et acceptées aujourd'hui comme les NDE, donc l'expérience de mort imminente. C'est vrai que ça peut être très très fort comme expérience, très très fort dans le pas forcément dans le trauma, mais dans simplement l'intensité de l'expérience, et le fait de ne pas pouvoir en parler déjà à son médecin qui va être le premier, ou à l'infirmière qui vont être les premiers à recevoir le récit de cette personne une fois qu'elle va être animée par exemple, c'est dur de devoir la garder. Donc le manuel, ça va s'adresser à la fois aux proches de cette personne, mais ça va aussi s'adresser aux soignants, pour leur expliquer qu'il y a d'autres soignants, il y a des médecins, il y a des gens très compétents qui ont travaillé là-dessus, qui ont eu une approche clinique, donc qui sont capables de décrire un peu les caractéristiques de ce type d'expérience. Et surtout, et ça va être la spécificité de notre travail, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui a vécu ça? On sort du débat idiot qui est de se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est quelque chose d'absolument stérile, et on va proposer nous des solutions d'approche, des solutions pour intégrer ces expériences et pour faire un peu avancer le débat. Mais ça, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Mais alors, ce livre sera disponible en librairie? C'est un livre que vous voulez sortir pour le grand public? Oui, c'est un livre qui sera accessible au grand public en librairie, qui sera, je l'espère, disponible à l'automne. On travaille ardemment. Il y a une équipe d'une quinzaine de personnes qui travaillent déjà depuis plusieurs mois dessus. À l'automne 2008, hein? À l'automne 2008, voilà, j'espère. Enfin, je m'avance peut-être un peu vite, mais c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Mais alors, ces personnes que tu es allé rencontrer, avant de dire où tu les as rencontrées et qui, est-ce qu'ils ne font pas partie de cette marge de scientifiques décriée par un système un petit peu trop conventionnel, ou est-ce qu'ils ont toute leur place? Non, ils sont pas décriés du tout. Ils l'ont peut-être été, mais là, les gens qu'on a vus sont des gens qui ont vraiment des positions très établies, qui sont psychiatres, qui sont des gens vraiment référents dans ces domaines. Quelqu'un des plus connus, qui est un de nos membres d'honneur d'ailleurs, Stanislas Grof, est quelqu'un qui a développé le concept de psychologie transpersonnelle depuis des décennies. Un de nos autres intervenants, dont je parlerai aussi, est un des très très nombreux contributeurs du DSM
DSM, qui est le manuel de description clinique de la psychiatrie, donc qui est un ouvrage extrêmement consensuel et référent de l'association psychiatrique américaine. Donc voilà, ce sont des gens qui sont vraiment intégrés dans le système. Moi, c'est ça qui m'intéresse, et c'est ce qui nous intéresse aussi à l'INRES, c'est de ne pas faire une recherche qui soit marginale et qui, de fait, ne touche que très, très peu de personnes. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de montrer que ces sujets ont été explorés et étudiés par des gens de façon très consensuelle, d'une manière très acceptable par le monde médical, et c'est peut-être justement ce problème de communication qui fait que un certain nombre de sujets sont encore cantonnés aujourd'hui au domaine de l'étrange, du bizarre, alors ils peuvent être étudiés de façon tout à fait légitime. Ça arrive à des millions de gens à travers le monde, donc soit on ferme les yeux et en ça on est un petit peu enfantin parce qu'on s'interdit de regarder les très nombreuses recherches, les très nombreuses études qui ont été faites, soit on constate effectivement, comme on va le faire et comme on le présente nous à l'INRES, que c'est tout à fait légitime, que des médecins travaillent normalement dessus, qu'ils ont les cheveux courts, des chemises normales et qu'ils sont pas en train de fumer la moquette, comme on dit. Mais alors, t'es parti où pour faire ces recherches? Là, je suis parti essentiellement aux États-Unis parce qu'on voulait. Pourquoi? Parce que c'est toujours un petit peu peut-être rageant de dire ça, mais dans certains domaines, dans celui-là en particulier, ils sont vraiment pionniers. Même si paradoxalement en France, on a une recherche en parapsychologie qui est antérieure à celle qui est faite aux États-Unis. C'est plus offensif là-bas. Il y a des instituts de recherche, il y a des livres qui sont publiés, il y a une vraie possibilité de non pas entamer des recherches à très grande échelle, mais au moins de faire vivre un peu cette curiosité, cet espace. C'est d'ailleurs pour ça que l'INRES a été fondé ici, pour pouvoir légitimer et faire vivre ça au plus grand, d'une façon plus importante en France. Je sais pas, moi quand j'avais fait mon enquête auprès des enlevés et des gens qui vivent ces expériences d'enlèvement extraterrestre, et notamment auprès de John Mack aux États-Unis, encore une fois, j'avais fait le test dans un restaurant à Boston de parler à la serveuse, de savoir si elle savait ce que c'était que les abductions. Et oui, elle savait parfaitement ce que c'était que les abductions. C'est vrai que si on pose la question en France, c'est un sujet qui est très très peu connu. Bon, est-ce que c'est dû à la jeunesse du pays, au fait qu'il vous arrive n'importe quoi, vous en parlez à un talk show? Je sais pas, mais moi j'ai rencontré beaucoup de gens en France et en Europe qui travaillent sur ces questions-là, mais c'est vrai que à Harvard ou ailleurs, dans d'autres universités aux États-Unis, il y a vraiment des moyens, on a l'impression qu'ils sont mis. Il y a une jeunesse d'esprit qui permet peut-être de travailler de façon moins cloisonnée sur ces questions-là, de créer des passerelles entre différents univers. Voilà, il y a beaucoup d'excès aussi. Mais c'est intéressant, ça, les passerelles entre différents univers. Ce qui peut manquer en France, on voit que des personnes essayent de changer la donne. Je pense notamment à Jean Stone, qui veut réunir différentes intelligences, je vais dire, pour toutes les mettre ensemble et réfléchir ensemble pour arriver à plusieurs idées, ce que chacun de son côté on ne peut pas faire, et c'est trop souvent le cas hélas en France, mais comme tu le rappelais, il y a des personnes qui cherchent et qui avancent sur les domaines qui intéressent l'INRES. Aux États-Unis, on mélange les genres. Oui, et puis on s'interdit pas forcément de poser un certain nombre de questions, de réfléchir, il y a un sujet qui est très très sensible, c'est le sujet de la spiritualité. J'ai des difficultés à employer ce terme ici parce que justement il est très connoté, il laisse à penser que ça y est, on part dans une histoire de secte ou de religion, je ne sais quoi. Moi j'ai abordé cette question justement avec différents chercheurs qu'on a rencontrés, notamment à San Francisco, à l'Institut de psychologie transpersonnelle, avec des gens qui, encore une fois, ont les pieds très sur terre, mais quand on est face à des phénomènes justement qui transcendent un petit peu la conception de la réalité que l'on a, la vision très matérielle du monde, on est en face à des phénomènes, à une réalité, à des résultats d'expérience qui violent notre conception du monde, notre conception des choses. Donc qui font appel à une autre dimension de la réalité qu'on est obligé d'intégrer parce que c'est le résultat d'expériences. Et comme me le disait Dean Radin ou Russell Tarr, qui sont des chercheurs en parapsychologie confirmés, on fait des expériences en parapsychologie qui sont 10 fois plus rigoureuses que d'autres expériences en sciences plus classiques et qui donnent des résultats très très probants. Donc on est obligé d'intégrer ces résultats. Et ces résultats, quand justement
pas Russell Tartt, qu'est-ce que je dis, Charles Tartt, pardon. Quand Charles Tartt me dit il y a 5 domaines en parapsychologie qui sont maintenant prouvés, reprouvés et surprouvés, télépathie, clairvoyance, vision à distance, télékinésie et ça j'ai oublié le 5e. Enfin bon, on y reviendra. Tu le retrouveras plus tard, oui. On retrouvera plus tard. Quand on peut envoyer un message ou une information d'un cerveau à un autre cerveau alors que l'un des cerveaux est dans une cage de Faraday et que rien de matériel ne peut atteindre son cerveau, on fait appel à une autre dimension, à autre chose. On peut effectivement se bloquer sur la question c'est pas possible, je veux pas entendre parler. Bon, c'est pas une démarche très scientifique, mais quand on constate les résultats et l'occurrence de ces résultats et les statistiques indiscutables qui montrent que la télépathie est une réalité prouvée en laboratoire, on est obligé de trouver un terme, un mot. Alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une dimension spirituelle ? Oui, mais pas spirituelle, religieuse. C'est pas l'Église, c'est pas les croyances, c'est pas les sectes. C'est quelque chose fonctionne hors du monde matériel et a quand même une incidence sur le monde matériel. Oui, tout à fait. Nous essayons nous aussi à la radio de redonner son vrai sens au mot spiritualité, ouverture et non pas fermeture et frayeur. L'ouverture, la spiritualité. Stéphane Alix, tu nous parles de ces chercheurs et de ces scientifiques, tu nous parles aussi de travaux, d'études, de choses prouvées, c'est-à-dire qu'il y a des universités ou des formations reconnues aux États-Unis ? C'est malheureusement pas d'une si grande ampleur. Il n'y a pas non plus autant de chercheurs que ça. Charles Tartt, dont je parlais, donc qui est professeur notamment de parapsychologie, mais de beaucoup d'autres choses à l'Institut de psychologie transpersonnelle à San Francisco, enfin à Palo Alto, est également enseignant à l'Université de Californie. Il est enseignant en parapsychologie, donc c'est un des rares cas. Il y a Dean Radin qu'on a rencontré aussi, qui travaille lui à l'Institut de recherche noétique, qui est un organisme privé, une fondation, enfin une institut de recherche un peu comme l'INRES, qui eux sont financés uniquement par les cotisations des membres et par des donations, mais qui font des recherches. Dean Radin fait des recherches expérimentales très poussées sur les domaines de parapsychologie. Tu vas donc pendant cette émission nous raconter tes rencontres avec ces chercheurs et ces scientifiques, ce qu'il en est ressorti, ce que tu comptes en dire. Je ne sais pas si tu vas pouvoir tout dire de ce que tu as entendu. Ça va être vaste, oui. Ça va être très très vaste. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette émission, donc consacrée au retour de voyage de Stéphane Alix. C'est un drôle de thème, oui, vous allez voir, c'est passionnant. Alors Stéphane, qui as-tu rencontré? Par quoi as-tu commencé? As-tu ciblé une catégorie de personnes? Explique-nous ça. Non, c'est ça qui a été très riche justement dans ce voyage, c'est qu'on a essayé, je dis on parce que j'ai retrouvé mon ami Paul Bernstein à Boston, qui travaille avec moi sur ce projet, qui est coéditeur du manuel. Donc si je dis on pendant l'émission, c'est pour ça. On a essayé justement de rencontrer le plus grand éventail de gens qui ont travaillé sur ce type d'expérience. On a commencé en fait à Boston, où j'ai retrouvé Paul, pour travailler sur, je dirais, l'expérience extraordinaire qui est la plus difficile, la plus problématique, qui est celle des enlèvements extraterrestres, que je connais déjà pas mal, pour avoir travaillé là-dessus avec John Mack, pour avoir fait un livre aussi sur le sujet. Là, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'aller un peu plus loin dans l'exploration de la méthodologie. Parce que la question de base, la question de départ sur toutes ces expériences, quelles qu'elles soient, c'est de se dire, on a affaire à des fous. Quand des gens disent vivre quelque chose qui n'est pas possible, c'est qu'il y a forcément une origine pathologique. Bon, ça, on va y revenir, je pense, dans le cours de l'émission, mais ça, c'est, je dirais, la clé de toute notre enquête. Ce qui arrive aux gens qui disent être enlevés par des extraterrestres n'a pas une explication pathologique. Maintenant, il faut l'expliquer, il faut savoir comment est-ce qu'un psychiatre, comment est-ce qu'un psychologue, quand il a en face de lui quelqu'un qui lui raconte ce type d'histoire, réussit à dissocier dans ce discours ce qui peut être pathologique de ce qui ne l'est pas. Quand éventuellement il identifie un comportement psychotique ou schizophrène, est-ce que ce comportement-là est lié à l'expérience que la personne dit vivre, ou est-ce que c'est la cause de l'expérience? C'est-à-dire, est-ce que la personne est psychotique et elle invente tout un monde, tout un délire, auquel cas il faut apporter une réponse thérapeutique pour l'aider, qui n'est pas forcément la même que si cette personne a vraiment, j'ai entre guillemets, été enlevée par des extraterrestres, chose dont la réalité aussi là est sujette à un certain nombre de questions. Donc en fait, j'ai rencontré une femme qui est psychothérapeute, qui s'appelle Roberta Colasanti, et qui a travaillé pendant des années avec John Mack. Elle était en
en binôme avec lui. En fait, à chaque fois qu'il faisait une session de travail, un entretien avec un patient, Roberta était là constamment. Donc elle a une expérience clinique et pratique très importante. Et ce qui m'intéressait de voir avec elle, et puis avec le lendemain un autre psychiatre, Jeff Rediger, qui est directeur du département psychiatrie de l'hôpital de McLean près de Cambridge, c'était aussi de savoir avec eux comment est-ce que, quand ils ont quelqu'un qui leur raconte une histoire complètement folle, comment est-ce qu'ils arrivent à savoir que cette personne est oui ou non folle. Donc on va peut-être pas entrer dans le détail parce que c'est un peu touffu, et puis c'est vraiment l'objet de l'ensemble du bouquin. C'est pas, il y a à la fois, je dirais, des méthodes qu'on appelle en psychologie de diagnostic différentiel, c'est-à-dire une méthode d'approche très clinique, avec des questionnements précis, avec éventuellement la nécessité pour le patient de remplir un questionnaire qui va pas être porté précisément sur la nature de l'expérience, mais qui va porter plus sur son profil psychologique, sur son histoire, sur tout ce qui fait sa personnalité, qui permettent d'identifier un certain nombre de cas, qui permettent d'identifier la figure générale psychologique de la personne. Et puis ensuite, je dirais que c'est un travail plus d'exploration, psychiatrique du discours de la personne. Moi, ce qui est ressorti vraiment de ces discussions, c'est déjà ce que j'avais découvert avec John Mack, c'est que les gens qui rapportent ce type d'expérience, là je parle donc des enlèvements extraterrestres, sont des gens qui à l'évidence ne montrent pas de signes de désordre particulier. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une expérience qui arrive dans leur vie comme un cheveu sur la soupe. C'est pas quand quelqu'un souffre d'une psychose, c'est quelque chose qui va affecter d'une part le discours et l'expérience qu'il dit vivre, mais qui va affecter aussi l'ensemble de ses personnalités. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va peut-être avoir du mal à fonctionner en communauté, qui va avoir des problèmes de relationnel avec sa famille si elle en a. Donc on va avoir un certain nombre de possibilités d'identifier un problème sur plein d'aspects de cette personne. Or là, John, comme Roberta, comme Jeff, comme tous les psychiatres qui travaillent sur ces sujets-là, sont confrontés à des gens qui fonctionnent complètement normalement, qui ont aucun désordre apparent dans leurs relations amicales, professionnelles, familiales, et puis qui comme un cheveu sur la soupe, rapportent une expérience dont les caractéristiques sont, elles, absolument incroyables. Donc ça pose une question déjà, pourquoi est-ce que on aurait un comportement pathologique alors que l'ensemble de la personnalité ne l'est pas. Donc ça c'est vraiment, je dirais, l'objet central du questionnement qu'on a et qu'on a sur l'ensemble des expériences extraordinaires, qui est peut-être plus frappant et encore plus important sur les enlèvements extraterrestres, parce que c'est vraiment l'expérience parmi lesquelles la plus importante, la plus impressionnante et la plus incroyable. Enfin, c'est hallucinant de s'imaginer que des gens sont enlevés par des petits bonhommes. Donc là, on a avec Paul, on a pu avancer vraiment dans l'exploration d'outils qui vont nous permettre d'appliquer cette méthode ici en France, parce que c'est aussi l'objectif qu'on a, c'est de pouvoir former des thérapeutes ici aux techniques de travail qui ont été développées par des gens autour de John Mack et d'autres dans le milieu médical en France. Donc on organisera d'ailleurs un séminaire en fin mars normalement avec des thérapeutes américains qui viendront ici. Et ça c'était assez intéressant parce que je repense j'ai posé la question à ce psychiatre de l'hôpital McLean, Jeff Rediger, de pourquoi est-ce que lui tout d'un coup s'est intéressé à ces questions-là. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour il a vu en un patient non plus quelqu'un qui était forcément fou, mais quelqu'un qui lui racontait quelque chose auquel il n'avait plus de réponse. Et il nous a rapporté le cas là d'une femme qui disait avoir vécu des expériences d'enlèvement un peu classiques et qui avait développé des capacités psy, c'est-à-dire ça on retrouve ça d'ailleurs dans d'autres expériences, des gens qui ont vécu des NDE ou des expériences de cette nature développent des capacités extrasensorielles. Ils arrivent on dit souvent qu'ils bousillent les ordinateurs qui sont auprès d'eux, que leur monde s'arrête, mais qui peuvent aussi développer des capacités extrasensorielles, c'est-à-dire des capacités de précognition, de vision à distance, de rêves prémonitoires. Et cette femme-là faisait des rêves prémonitoires. Je crois même qu'il y en a un qui concernait d'ailleurs le 11 septembre. Et
Et chose importante, elle en avait fait part à Jeff quelques jours avant. Donc quand le 11 septembre est arrivé, ça a été extrêmement frappant pour lui, et tout d'un coup, il a vu cette femme, non plus comme un sujet pathologique, mais comme un sujet qui lui posait un vrai questionnement sur le fond. Et il s'est dit, mais est-ce que ce que j'ai appris, je vous le réduis à l'extrême parce que c'est un peu synthétique là ce que je raconte, mais en gros il s'est posé la question de savoir si les classifications et le modèle qu'il avait appris pendant des années à l'université étaient applicables à cette personne en face de lui. Voilà. Non, je suis en train de t'écouter, je suis en train d'imaginer la grille de lecture que doivent mettre en place les chercheurs, les scientifiques pour ces nouveaux modèles, et se demander si les anciennes grilles de lecture conviennent encore, s'il faut rajouter des choses, s'il faut rester dans le classique ou s'il faut rajouter des questions, en fait, c'est ça. Mais je pense que pour bien comprendre, il faut rester dans le classique. Je crois que c'est important, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que moi je pense qu'il est important de travailler avec des gens qui sont des professionnels en santé mentale. Encore une fois, non pas parce que les gens qui vivent ces expériences sont fous, mais justement parce qu'ils ne le sont pas. Et les meilleures personnes pour valider de cet état-là sont justement les psychiatres et les psychologues, les gens qui ont l'habitude, qui ont les outils pour diagnostiquer ces choses-là. Alors évidemment, il y a beaucoup de psychologues, de psychiatres qui n'ont pas envie de se poser ces questions-là, qui, confrontés à des phénomènes inexplicables dans leur quotidien, à l'hôpital ou auprès de patients, ne veulent pas en entendre parler. Combien de psychiatres, je crois que d'ailleurs tous les psychiatres sont confrontés à des patients schizophrènes qui, un jour ou l'autre, leur disent quelque chose qui est pas possible. Beaucoup de psychiatres m'ont dit que les schizophrènes semblent avoir des capacités justement psy, c'est-à-dire de vision à distance, de délocalisation, de choses comme ça. Et alors c'est un jeune psychiatre qui nous avait contacté, qui m'a raconté cette histoire où quelqu'un qui était à l'isolement, un patient qui était en isolement dans une cellule de contention, impossible de sortir, avait raconté par le détail ce qu'avait fait un autre docteur qui était sorti, qui s'était promené en ville, etc., etc. Ce type-là était en isolement, il pouvait rien voir, et pourtant il racontait, votre docteur, il est allé à tel endroit, il a fait ci, il a fait ça. Donc voilà, face à ce comportement, malheureusement, mais comme tous les êtres humains, une majorité des soignants décident de ne pas se poser de questions et de se dire bon, c'est bizarre, si cette personne n'est pas dangereuse, c'est pas grave, si cette personne est dangereuse, on va lui donner des médicaments et ça va la calmer. Mais voilà, on arrête là le raisonnement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui utilisent les outils qu'ils ont obtenus à l'université pour essayer de comprendre et d'aller un peu plus loin. Mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible qu'un type qui est dans une cellule d'isolement capitonnée réussisse à savoir ce qu'il y a à l'extérieur, ce que j'ai fait moi dans la journée à l'extérieur? Alors, tu vas nous parler des outils et des recherches de chacun spécifiquement dans quelques instants, mais restons juste encore quelques secondes vraiment uniquement sur ces personnes ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires. Est-ce qu'il y a un profil psychologique type qui se dégage après ces événements particuliers qui leur arrivent dans leur vie tout à fait classique? Est-ce qu'on retrouve vraiment un point commun dans toutes ces personnes, à part peut-être une crise de mysticisme ou je ne sais quoi, mais plus psychologiquement parlant? Bah non, justement, en dehors de l'expérience elle-même, ça c'est justement un des points qui permettent de faire une approche clinique initiale, c'est d'essayer de voir s'il y a un facteur dénominateur commun entre tous les gens qui rapportent le même type d'expérience. Donc c'est les premières études qui ont été faites, je me souviens d'en avoir parlé pas mal avec John Mack, et non, justement, ce type d'expérience, enfin pour ce qui est notamment des enlèvements extraterrestres, ça arrive à des gens qui sont d'origine sociale, culturelle, ethnique, que tout oppose. Il n'y a pas de trame commun. On a essayé d'imaginer, parce que peut-être des abus sexuels dans l'enfance, par exemple, pourraient générer ce type de fantasme, ce type d'illusion. Alors, effectivement, ça peut fonctionner dans 3 cas, 4 cas, parce que voilà, le patient a eu effectivement des histoires d'abus sexuels dans l'enfance, mais puis le 5e, ça va pas du tout être le cas. Donc, il y a aucune généralité, aucun profil psychologique type qui permet d'unifier l'ensemble de cette population. Je comprends bien, mais après l'événement, est-ce que toutes ces personnes ont un point commun qui se développe après l'événement? Avant, oui. D'accord. Avant, ils ont tous finalement des vies assez classiques, avec des petits traumas, comme on peut tous en connaître, mais rien qui les démarque des autres. Mais après, quel est le... Effectivement, après, ce qui est souvent observé, et là ça concerne beaucoup de types d'expériences particulières, que ce soit les enlèvements, les NDE ou autres, il semble que ces gens-là, un certain nombre de témoins réussissent à avoir
un accroissement de ce qu'on appelle les capacités psy. Donc ça peut être une augmentation de l'intuition, ça peut être plus fort encore, ça peut être vraiment des capacités de perception à distance, extrasensorielles plus affirmées. C'est comme si... ça, c'est Paul Bernstein qui utilise cette image-là, qui est une image purement théorique, mais que je trouve assez intéressante. C'est comme si l'expérience extraordinaire, quelle qu'elle soit, avait brisé les barrières de l'ego, c'est-à-dire avait brisé le modèle ontologique fermé que l'on s'imagine en étant une personne. Tout d'un coup, on a vécu une NDE, donc on a vécu une expérience où on n'était plus soi. On était autre chose, où on a vécu une expérience chamanique où pareil, on n'était plus soi-même, on a continué à percevoir notre environnement, on a vécu une expérience qui a pu être d'une intensité colossale, mais sans être soi-même. C'est difficile à concevoir mentalement, verbalement, parce que malheureusement le langage va être extrêmement réducteur, mais j'ai rencontré des gens qui ont vécu des expériences chamaniques, qui ont vécu des NDE, qui ont vécu tout type d'expériences, qui dépassent vraiment fondamentalement leurs limites propres, leur personnalité, je me souviens d'un monsieur qui se reconnaîtra peut-être, qui est toulousain, qui est un monsieur qui a vécu une NDE en 1949, et ça m'avait beaucoup frappé parce que pendant l'interview que je faisais avec lui, il me décrivait le moment où il percevait son corps. Il s'était tiré une balle accidentellement, une balle à blanc dans la poitrine. Enfin, à l'époque, c'était des balles en bois, donc il avait des bouts d'écharde en bois partout dans la poitrine, dans le plexus, dans le foie, et il a fait une NDE pendant son transfert à l'hôpital. Et il s'est vu décorporé en haut, comme une NDE classique, dans un coin de la pièce avec le chirurgien travaillant sur son corps, son foie dans la main, en train d'enlever les bouts d'écharde, et il travaillait avec un bout de laser. Ce qui m'a frappé, c'est que pour être bien sûr de tout comprendre, je dis mais c'est votre corps qui était sur la table d'opération. Le témoin me dit non, c'était pas moi. Moi j'étais dans un coin de la pièce. Je dis mais c'était votre corps, c'était vous. Non, c'était pas moi. Moi j'étais dans un coin de la pièce. Ce corps-là, c'était un corps qui était plus moi du tout. Alors oui, effectivement, c'était son corps, c'était le corps physique qu'il habitait, mais il avait une telle intensité d'être dans cette phase de NDE que le corps qui était le sien, un jeune corps musclé d'un beau gars de Toulouse, était plus ce qui représentait sa personnalité. Donc après une expérience comme ça, ce que dit Paul, c'est qu'on revient et il y a une partie de nous-mêmes qui reste connectée à une partie impersonnelle de nous. C'est le fondement de la psychologie transpersonnelle d'ailleurs, qui essaie d'identifier, de cartographier les perceptions, les sensations, les parties de nous qui, dans des expériences spontanées ou non spontanées, dépassent le cadre de notre personnalité, de notre ego, de notre moi. C'est une personne qui est née en 1949. Non, qui a eu sa NDE en 49. Sa NDE en 49. Ouais, et une vingtaine d'années. Et le médecin a utilisé des lasers pour. Alors je me trompe peut-être. Je crois que c'était un bistouri, électrique, pas laser. Excuse-moi, mais c'était un. Ça me parle plus pour l'époque. Non, je dis laser parce que c'était justement un des facteurs assez troublants dans la NDE, c'est qu'il avait observé cet outil qui était à l'époque expérimental parce qu'il était utilisé depuis quelques mois seulement, et en plus pour opérer un foie, ce qui se faisait pas du tout. Donc, mais non, c'était pas laser évidemment, mais c'était un bistouri, je sais plus la spécificité technique, mais qui était pas un outil, un bistouri normal, quoi. Pas quelque chose de classique. Non. Alors justement, je prends cette date, cette personne donc qui a eu cette NDE à 20 ans en 1949. Est-ce que ces témoignages, quel qu'il soit, on parle de NDE, on parle d'abduction, il y a d'autres sujets aussi, hein. Est-ce qu'ils sont plus fréquents maintenant? Ce que je veux dire par là, est-ce qu'ils sont plus libres? Est-ce qu'on se permet plus de les faire, ces témoignages? Est-ce qu'il n'y a pas ce problème, tout comme le sujet extraterrestre, ce problème aussi du copier-coller? On a vu, on a entendu, on imprime et puis on ressort à un moment. Comment faire le tri? C'est justement en le faisant pas soi-même, en le faisant avec une méthodologie qui est éprouvée. Justement, parmi les personnes que je suis allé voir, je suis allé revoir Bud Hopkins, qui est, comme les auditeurs le savent, un des pionniers de la recherche sur les enlèvements extraterrestres, pour discuter de ces questions-là justement à New York.
Et Bud m'a redit d'ailleurs quelque chose que Bud et Leslie Keane qui étaient avec lui ce jour-là m'ont redit ce que John Mack, ce que David Jacob et les autres enquêteurs sur ces sujets-là font d'ordinaire, c'est qu'ils gardent secret, toujours aujourd'hui d'ailleurs, des détails, des caractéristiques que les enlevés leur ont rapportées de l'expérience, des petites choses insignifiantes mais qui si elles sont absentes d'un récit d'un nouveau témoin, vont peut-être jeter le trouble, se dire bon bah si ce type-là me parle ni de ça, ni de ça, ni de ça, ni de ça, effectivement il y a la possibilité qu'il ait imprimé ce discours en l'ayant lu autre part. Donc après, dans un travail d'analyse et d'expertise psychologique, on va assez rapidement, il faut du temps, c'est pas une baguette magique, mais assez rapidement, on peut identifier un motif au fait que cette personne ait inventé ce discours, on peut identifier un certain nombre de caractéristiques. Et puis quand il y a des doutes, c'est ce qu'avait fait John Mack et c'est ce que font les autres chercheurs sérieux, quand il y a des doutes, ces gens-là ne font pas partie du panel de témoins qui sont présentés dans un ouvrage, dans une étude. La première étude clinique qu'avait fait John Mack portait sur 40 expérienceurs et 40 personnes, je dirais, de contrôle qui n'avaient pas vécu d'expérience. Et le travail sur lequel s'étaient vraiment attelés Roberta Colasanti et John était vraiment d'identifier dans les patients qu'ils recevaient, qui disaient vivre ces expériences-là, ceux qui avaient des caractéristiques d'une psychose X ou Y. Alors, ils ont même eu des gens dont ils étaient absolument convaincus de la réalité de l'expérience d'enlèvement, mais qui avaient quand même des symptômes psychotiques qui pouvaient être générés par cette expérience, par la difficulté de l'intégrer dans la vie quotidienne ou par un trauma. Du coup, ces personnes-là étaient exclues de l'étude proprement dite. Bien sûr, on leur apportait une réponse et on les traitait en tant que patients, mais dans l'étude clinique, il n'était plus mentionné. Donc voilà, pour les enlèvements, il y a ce type-là. Après, je crois qu'on est dans un domaine où on mêle à la fois des outils qui sont des outils d'expertise, et puis du bon sens, et puis de l'expérience de psychanalyse. Comme moi, je peux avoir une expérience d'enquêteur et de journaliste. Quand je fais une enquête, mais que ce soit sur un sujet entre guillemets normal comme ceux que je traitais avant, trafic de drogue, je suis capable de savoir au bout d'un certain nombre d'entretiens si quelqu'un me raconte des histoires, s'il y a des zones d'ombre, de doute, et je décide in fine d'utiliser ou de ne pas utiliser un témoignage en fonction de mon opinion. On peut être floué, bien sûr. John l'a été par une journaliste du Times qui s'était fait passer pour une enlevée et qui avait justement semé un certain nombre de doutes, mais elle avait passé les barrières et puis elle avait fait un grand scandale dans une conférence de presse en disant à tout le monde qu'elle avait piégé John Mack, ce qui n'était pas du tout le cas. Mais voilà, donc ça, ce sont des choses qui peuvent se produire. Le problème se pose quand on est dans une démarche d'enquête et de vouloir prouver ces choses-là. Or, moi, mon opinion personnelle, c'est qu'à vouloir s'engager dans cette voie, de vouloir absolument convaincre tout le monde de la réalité de ces expériences-là, on est peut-être un peu présomptueux et on va peut-être un peu trop vite en besogne parce que la science manque de certain nombre d'outils pour pouvoir travailler là-dessus. Je dis pas que ces expériences sont irréelles, mais elles se passent dans une dimension dont certaines caractéristiques échappent complètement à notre mode de fonctionnement, à notre mode de perception, à notre mode de compréhension. Quand on a affaire à un objet volant non identifié dont on détecte la signature radar, la trace et la trajectoire, ok, c'est à peu près assez simple de s'imaginer que c'est un objet, c'est à peu près assez simple de comprendre son déplacement, mais quand tout d'un coup cet objet fait une accélération spontanée de 3000 à l'heure, chose qui est impossible, qu'il n'y a pas de banque sonique, qu'il n'y a pas de réaction de matière dans l'environnement, tout d'un coup il y a un problème physique fondamental qui est posé. Donc comment ce phénomène peut être abordé? Est-ce qu'on peut utiliser des outils de science? Quand, à l'inverse, des témoins comme des pilotes militaires que j'ai pu rencontrer en France ont observé des phénomènes absolument indiscutables, qu'il n'y avait pas de problème d'oxygène, qu'ils ont vraiment vu un phénomène dans le ciel, mais que le contrôleur radar au sol n'avait rien sur son scope, c'est quoi ce phénomène? C'était quand même un objet, ça a secoué les appareils, ça a modifié fondamentalement le cadre de référence et la réalité de ces pilotes dont certains les ont vus il y a plus de 30 ans. Pourtant, il n'y avait pas de signature radar. Donc,
voilà, à d'autres moments, il y a des objets qui tout d'un coup disparaissent, comme par enchantement, comme s'ils s'évaporaient dans l'atmosphère. Donc ça fait dire aux sceptiques, bon bah voilà, c'est bien facile, bah il y avait rien, c'est juste un problème de perception, c'est une illusion, c'est une hallucination. Moi, je crois pas, vu la consistance des cas. Enfin, on va pas refaire ce dossier-là, mais je suis maintenant convaincu de la réalité de bien des expériences et bien des phénomènes. Mais voilà, vouloir s'y attaquer avec nos outils aujourd'hui, en voulant modéliser absolument le type je sais pas, de propulsion, par exemple, des ovnis. Bon, il y a des gens qui le font, et il y a un certain nombre de chercheurs et de scientifiques très très compétents qui estiment que justement c'est en faisant ça qu'on arrivera à légitimer le sujet. Je rentre pas dans le débat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter une réponse un peu plus souple aux gens qui disent avoir été témoins de ça. Alors, les gens qui ont vu un ovni, ça peut être, pas être extrêmement traumatisant, ça peut ouvrir un certain nombre de questions dans leur vie, mais ça va pas les traumatiser d'une façon pérenne. En revanche, des gens qui ont été enlevés par des extraterrestres ou qui disent avoir été enlevés, des gens qui ont traversé des NDE négatifs, par exemple, ou des gens qui pensent être possédés ou qui pensent vivre dans une maison hantée, là, ça peut dégénérer dans quelque chose de totalement traumatisant qui peut avoir des conséquences même fatales sur la personne. Lorsqu'un scientifique ou un chercheur fait un panel, réunit des personnes qui répondent justement à ces interrogations et qu'il les met ensemble dans une même pièce sans les prévenir forcément avec d'autres personnes qui elles n'ont rien vécu ou qui font partie du staff, est-ce que il y a un phénomène de reconnaissance? J'ai pas bien compris là. Est-ce qu'il y a pour ces personnes qui sont étudiées par exemple par Dr Mac, elles sont étudiées, ils se rendent compte que certaines personnes vraiment leurs témoignages lui paraissent fiables, ces personnes-là, il en est sûr, il s'est passé quelque chose. On les réunit toutes dans une pièce avec d'autres personnes qui joueront des personnages lambda. Est-ce que les personnes qui ont vécu un phénomène extraordinaire, une expérience extraordinaire, se reconnaissent. Se reconnaissent, ce que je veux dire par là, disent, toi je t'ai déjà vu, ou se ressentent et parlent plus facilement les unes avec les autres. Est-ce qu'on a déjà mené ce genre d'expérience? Oui. D'ailleurs, c'est un des fondements des réponses thérapeutiques qui sont proposées, et notamment par John Mack, mais par Bud Hopkins aussi. C'est des thérapies de groupe, c'est-à-dire que des gens qui vivent des expériences et qu'ils ne peuvent pas exprimer en famille ou auprès d'autres personnes, ils vont avoir beaucoup plus de facilité d'échanger ça entre groupes. Et effectivement, ce que tu dis, ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que au début, ils ne savent pas que les autres ont vécu quelque chose. Ce que je veux savoir, c'est s'il y a un lien invisible qui se crée entre ces personnes. Qu'elles ne sachent pas. Je parle même pas d'une réunion de groupe où tout le monde dit, bon voilà, les 15 personnes qui sont là autour de la table ont vécu quelque chose. Non, ça j'imagine qu'on en parle plus facilement avec son voisin, mais que on ne sache pas que la personne à côté a vécu quelque chose, mais qu'on ressente. Oui, enfin dans les expérienceurs, les enlevés que j'ai pu côtoyer, avec qui j'ai développé une relation amicale, c'est vrai que plusieurs m'ont dit que quand ils sont confrontés à quelqu'un de nouveau, ils savent si cette personne a vraiment vécu ces expériences ou pas. Bon, là, c'est du ressenti subjectif, mais c'est de ça dont je te parle. C'est oui, incalculable. C'est très fort. Il y a comment dirais-je, le sentiment de partager un certain nombre de choses en commun, de savoir de quoi on parle. J'ai rencontré d'ailleurs tout début janvier plusieurs abductés qui étaient proches de John Mack et qui essaient de faire des groupes et de faire avancer le travail. Ça fait partie d'abductés qui justement ont dépassé le cadre du trauma, qui sont vraiment maintenant dans une position où ils ont réussi à intégrer leurs expériences de façon totalement claire et aboutie, et qui essaient de faire avancer un peu les choses parce qu'ils se disent mais nous on nous écoute jamais. Les chercheurs sont écoutés, les gens comme John Mack sont écoutés, ils donnent leur opinion, mais nous on a vécu une expérience, on a aussi une capacité de parler de cette expérience, de dire en quoi ça nous a fait évoluer. Et voilà, et ces gens ont souvent un discours très intéressant parce qu'ils ont une capacité à identifier et à parler des mêmes choses ensemble d'une façon assez forte. Mais effectivement, ce que tu dis est parfaitement exact. Plusieurs fois, des enlevés m'ont dit oui, ça, elle, je vois que elle a vécu ça, ou alors à l'inverse, non, elle me raconte des cracks, elle a rien vécu du tout. Alors Stéphane, lors de ce voyage, où es-tu encore allé et qui as-tu rencontré? Oui, parce qu'on va pas rester qu'avec les extraterrestres.
Comme je disais, effectivement, l'objectif de ce voyage était de rencontrer le maximum de chercheurs qui ont travaillé sur tous les types d'expériences. Donc après avoir travaillé à Boston et New York, je suis parti en Virginie, à Charlottesville, qui est une petite ville de Virginie, dans lequel est situé le centre de recherche. Alors comment ça s'appelle? Attends, je vais retrouver le nom exact parce que voilà, Division of Perceptual Study, qui est dirigé par Bruce Greyson, qui est un psychiatre, qui est bien connu des gens qui travaillent sur les NDE parce que c'est un des chercheurs phares du dossier NDE, expérience de mort imminente. Et Bruce Greyson est quelqu'un qui notamment s'est penché sur le sujet qui nous intéressait beaucoup, de savoir quelles sont les conséquences thérapeutiques de ces expériences sur les gens. Qu'est-ce que ça fait de vivre une NDE? Et lui, il est vraiment attentif à ça parce que il a voulu faire avancer un peu le schmilblick sur ces questions-là et les sortir du débat. Alors les NDE, ça prouve vraiment qu'il y a une vie après la mort, pour s'intéresser vraiment aux conséquences que ça a sur les personnes. Je crois que c'est Kenneth Ring qui est le premier à essayer de déplacer un peu le débat et de se dire regardons ces expériences et regardons les conséquences qu'elles ont sur les gens. Et Kenneth Ring, dans ses bouquins et dans ses recherches, avait vraiment mis en avant le fait que des gens très régulièrement changeaient radicalement de vie après une NDE. Ils avaient vécu une expérience transcendante, le tunnel, la lumière, avec un espèce d'amour inconditionnel qui émane de cette lumière. Là aussi, je réduis à l'extrême. Il y a des expériences qui sont très diverses et même parfois certaines qui sont très très effrayantes. Mais la majorité, voilà, suit ce schéma-là. La rencontre avec peut-être des personnes décédées qui vous disent que c'est pas votre heure, qu'il faut revenir, etc. Et après ce type d'expérience-là, des gens qui ont été par exemple businessman ou chefs d'entreprise ou qui avaient des objectifs qui étaient très matériels, décident de changer tout, de modifier complètement leur vie, à la surprise de leurs proches, à la surprise de leur famille, à la surprise même de leurs collègues ou de leurs entourages, parce que parfois, voilà, le gap et le changement est particulièrement impressionnant. Et ça, justement, je dirais que ça a été un des premiers éléments qui fait qu'on s'est dit, mais tiens, c'est curieux ça, c'est intéressant parce qu'on va pas changer de vie après avoir halluciné. On va pas se lancer dans des études d'infirmière alors qu'on était chef d'entreprise après avoir cru voir un fantôme. Et ça, c'est une des premières caractéristiques qui a été bien identifiée et bien étudiée en clinique, qui a montré que, quelle que soit la réalité ontologique, c'était la réalité factuelle de ces expériences, elles avaient une incidence colossale sur les gens et que leur intensité était telle que ça soit vrai, pas vrai, était peut-être secondaire par rapport à l'analyse et à l'écoute qu'on devait apporter à ces expériences. Et je rappelle que les NDE arrivent essentiellement pour leur immense majorité dans le cadre hospitalier et que donc les premières personnes auxquelles les témoins peuvent parler de cette expérience-là sont les infirmières et puis les médecins. D'ailleurs, je tiens à souligner que les infirmières sont en très 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 grande majorité des personnes qui sont très ouvertes et très très régulièrement confrontées à ce type d'expérience et qu'elles ont une réelle expérience de terrain de ces phénomènes et que dans le travail que l'on veut faire à l'INRES, nous on a vraiment envie de justement leur donner la parole pour qu'elles puissent exprimer cette expérience-là et pour qu'elles puissent exprimer et mettre en valeur des dizaines et dizaines d'expériences bizarres, entre guillemets, auxquelles elles sont confrontées, beaucoup plus que les médecins qui, eux, arrivent en deuxième... et puis qui, en plus, de par leur statut, peuvent impressionner un petit peu le témoin et souvent, les gens vont pas oser se confier au médecin qui va être un peu froid, distant, ou même s'il est très chaleureux, on va dire, je vais pas l'embêter avec ça, j'ai halluciné, je suis pas sûr de moi, alors que c'est quelque chose qui va être plus partagé avec une infirmière ou un personnel soignant. Voilà, donc Bruce Greyson, lui, se travaille essentiellement là-dessus, sur qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui a vécu une NDE, qu'est-ce qu'on lui propose comme première écoute, à quoi il faut être attentif, à quoi est-ce qu'il faut faire attention, parce que ça peut éventuellement dégénérer si on s'y prend mal. Et la totalité de notre entretien, qui était vraiment vraiment super et très chaleureux, a porté sur cet aspect des choses plutôt que sur la nature ontologique des expériences. Mais alors quand même, il m'a raconté un cas qui est une expérience assez connue aujourd'hui dans le monde des NDE, qui est celui d'une femme qui a été opérée d'un anévrisme cérébral,
qui s'appelle Pam Reynolds. Alors, il y a un certain nombre d'auditeurs qui connaissent peut-être déjà ce cas, je m'en excuse parce que je vais le rapporter parce qu'il est quand même très 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 impressionnant. C'est une femme qui avait un anévrisme au milieu du cerveau, c'est-à-dire que c'est une poche de sang qui gonfle, qui comprime le cerveau et qui peut avoir une issue fatale. Et dans le cas de Pam Reynolds, l'issue fatale était diagnostiquée à quelques mois. Donc, il y avait deux solutions, soit la laisser mourir, soit tenter une expérience très très dangereuse qui consiste à la mettre dans un état de mort clinique pour pouvoir drainer le sang à l'extérieur de son cerveau, vider tous les vaisseaux sanguins du cerveau pour que la poche de l'anévrisme se dégonfle et puisse être opérée sans que ça explose partout et que ça balance du sang dans l'ensemble du cerveau. Mais pour ça, il faut que le corps puisse être dans un état de mort clinique suffisamment long, donc il faut baisser la température corporelle de la personne. Donc dans le cas de Pam Reynolds, en fait, je crois que l'opération a duré presque 1 heure. Elle est mise sur un circuit fermé, c'est-à-dire que son sang est pompé à l'extérieur de son corps, il passe dans un circuit de refroidissement, il est réinjecté dans son corps, jusqu'à ce que le corps arrive à une température d'à peu près 15 degrés centigrades. Ce qui permet que dans un état de mort clinique, il n'y ait pas de lésions durables, et notamment sur le cerveau. Parce que dans une température normale, si on est dans un état d'arrêt cardiaque et de mort clinique, les lésions commencent à arriver au bout de 2-3 minutes. Les 5 minutes d'arrêt cardiaque, on peut considérer que une réanimation de la personne peut provoquer des lésions et qu'on va récupérer sans doute un légume. Donc là, Pam Reynolds est morte pendant 1 heure. Alors, Bruce Greyson m'a expliqué en détail cette opération. Je dis en passant qu'on va mettre ça en ligne très rapidement sur le site internet de l'INRES, l'ensemble de son interview. Elle a été mise en arrêt cardiaque, elle avait des clics dans les oreilles, c'est-à-dire des écouteurs qui lançaient des impulsions très très régulières pour détecter toute l'activité cérébrale dans son cerveau. Donc c'est des sons des clics qui sont de décibels très très importants. Donc elle peut absolument plus rien entendre du tout. Elle avait les yeux fermés pour qu'ils soient pas déshydratés. Enfin, elle était dans un état de non perceptif total. Et pendant son arrêt cardiaque, alors que justement l'opération était minutée, on savait qu'à H plus 23 minutes, elle était morte, elle était à 15 degrés, etc. Elle a vécu une NDE extrêmement classique, elle s'est décorporée, elle était dans un coin de la pièce, elle a vu ce qui se passait dans la pièce, et puis après elle est partie, elle a vécu l'expérience de la lumière, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand elle était dans la pièce, elle a vu un certain nombre de choses qui se passaient pendant l'opération. Elle a vu notamment le chirurgien lui ouvrir la calotte crânienne pour pouvoir accéder à son cerveau. Elle a vu l'outil qui a été utilisé, le bistouri, qui ressemble pas du tout à un bistouri classique, qui ressemble à une espèce de fer à souder bizarre. Enfin, c'est pas du tout la chose que j'imaginerais si on me demandait d'imaginer avec quoi on m'a ouvert le crâne. J'imaginerais une scie, un machin, un bidule, mais ce qu'elle décrit est exactement l'outil qui a été utilisé et qui est pas un outil commun, classique. Autre détail, une infirmière devait faire une perfusion ou une opération sur une artère de la jambe droite, et c'est ce qui était prévu. Mais pendant l'opération, l'infirmière n'a pas réussi à trouver la veine sur la jambe droite, donc elle est passée sur la jambe gauche. Ça, Pam le rapporte. Elle percevait ça du haut de la pièce, et puis un certain nombre d'autres choses, des discussions qui sont passées, etc., etc. Et ça, c'est particulièrement troublant parce que là, on a un cas de NDE où on a tous les éléments, c'est-à-dire la chose rêvée que tout le monde voudrait reproduire dans un laboratoire, on l'a. On a une expérience avec début d'arrêt cardiaque, fin d'arrêt cardiaque, l'ensemble du processus de l'opération, minuté, avec tout ce qui s'est passé, et on a le récit de cette femme qui, de façon absolument avérée, perçoit des choses, s'en souvient, et les perçoit surtout d'une façon très claire, très nette, à un moment où elle peut plus percevoir. Elle n'a pas d'oreille pour écouter, elle n'a pas de cerveau actif pour se souvenir de quoi que ce soit, elle a les yeux fermés, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un des cas les plus, je dirais, costauds des NDE qui posent des vraies questions sur le fond du sujet. Et ça, j'ai été très heureux de pouvoir me le faire raconter de façon très technique par Bruce Greyson voilà, c'est absolument impressionnant quand on a un cas comme ça. Donc ce genre de cas permet de créer cette fameuse grille de lecture dont nous parlions précédemment. Disons que ça, je dirais que c'est ce qui met la cerise sur le gâteau. C'est ce qui nous permet de se dire non, les explications classiques du style c'est une intoxication, c'est une hallucination qu'on a dans le cerveau due à telle ou telle sécrétion d'hormones. C'est plus possible, ça tient pas la route 3 secondes devant un cas comme ça. Donc ça, c'est particulièrement intéressant pour se dire, faut quand même rester attentif aux hypothèses parce que les NDE ne sont pas expliqués de façon physiologique satisfaisante.
Donc ça, c'est ce que tu as été chercher chez ce chercheur. Ça, c'est avec Bruce Grayson. Avec Bruce Grayson en Virginie. Donc travaille sur les NDE. Lui, il travaille sur cela. Il est psychiatre et il est en même temps directeur de ce centre de recherche qui travaille sur les NDE, sur les sortir du corps. J'ai rencontré également Carlos Alvarado, qui est un chercheur d'origine portoricaine, je crois, qui est spécialiste des OBE, sortir du corps, donc avec qui on va travailler. Voilà, donc dans ce centre en Virginie, il travaille vraiment sur un certain nombre de cas, la réincarnation, s'il y a cas de réincarnation, donc tous ces sujets qui concernent la conscience, les possibilités de survie de la conscience, avec aussi un certain nombre de cas hallucinants. Est-ce que leurs méthodes de travail sont totalement inédites pour ce que tu en as vu, toi? Est-ce que tu avais l'impression que CIR prenait un schéma classique pour comprendre un schéma différent? Parce que là, ça me paraît impossible de reprendre une grille classique. Bah vraiment, mais pour être tout à fait précis, moi ce qui m'importe pendant ce voyage, c'est pas tellement une étude technique en fait de ces phénomènes, c'est je dirais pour une part les caractéristiques cliniques de ce type d'expérience. Donc qu'est-ce que c'est qu'avoir une NDE, qu'est-ce que c'est que sortir de son corps, comment ça se présente, comment les patients en parlent. Mais le gros des efforts et le gros des interviews que je faisais et que je menais portait sur la réponse que l'on apporte à ces patients. Qu'est-ce qu'on leur dit, comment on travaille avec eux, comment est-ce qu'on les soulage quand il y a un problème, comment est-ce qu'on les aide quand il n'y a pas de problème, comment est-ce qu'on leur permet d'intégrer ces expériences qui, pour la majorité, sont des expériences qui violent notre conception de la réalité. Oui, car rappelons que le but premier est donc de réaliser un ouvrage qui servira aussi bien aux patients qu'à ceux qui veulent travailler sur le sujet, une sorte de base de données de départ pour travailler. C'est vraiment un ouvrage de description clinique qui est fait par des médecins pour le grand public, mais également pour des médecins. Il y aura vraiment une grille de travail très méthodologique, très méthodique, très clinique, qui permet de montrer ce que l'on peut faire en science sur ces expériences extraordinaires. On passe à un autre chercheur et peut-être un autre sujet, je ne sais pas. Oui, je suis descendu au Show, en Floride. Qu'est-ce qu'on étudie en Floride? Là, j'ai rencontré plusieurs... T'as filmé ton voyage ou pas? J'ai filmé tous les entretiens et seront mis en ligne dans quelques semaines, le plus vite possible, un certain nombre d'extraits d'entretiens sur le site de l'INRES. D'accord. Voilà, ça on l'annoncera aussi avec force bientôt. D'accord. Alors donc la Floride. La Floride, c'était plus pour travailler là sur la mort et les possibilités de survie de la conscience, parce que ça fait partie aussi je crois que c'est peut-être une des expériences extraordinaires les plus répandues. Les gens qui pensent recevoir des messages audio ou visuels, ou même encore plus fort parfois, tactiles, d'une personne décédée, d'un proche décédé. C'est quelque chose qui est très, très, très répandu. Je crois que il n'y a pas d'études en France notamment qui permettent d'avoir une vraie idée de la prévalence de cette expérience, mais celles qui ont été faites encore une fois beaucoup aux États-Unis et un peu ailleurs, laisse à penser que près de la moitié de la population a vécu ce type de choses. C'est-à-dire qu'on a perdu un fils, on a perdu un frère, des parents, et on a eu l'impression de recevoir un signe de leur part. Alors c'est pas seulement parfois un petit papillon qui se pose sur une branche, ça peut être la personne qui apparaît au pied de son lit d'une façon très matérielle et qui vous délivre un message. Ça peut être simplement une voix, ça peut être par plein de biais différents. Il y a un degré d'intensité en fait de l'apparition qui varie des choses très très subtiles jusqu'aux choses, voilà, comme je le disais, où la personne a l'air d'être vraiment en chair en os au pied du lit, puis tout d'un coup elle délivre ce qu'elle devait délivrer et elle s'évapore. Donc là encore une fois, on a rencontré notamment quelqu'un qui s'appelle le docteur Louis Lagrand, qui est très intéressant parce que c'est un monsieur qui est spécialisé dans le deuil et qui faisait du conseil, alors je sais le mot en anglais mais je sais plus le mot en français, du conseil pour intégrer les deuils en fait. Quand vous avez perdu quelqu'un et que vous avez besoin de réconfort, vous allez voir des gens comme Louis Lagrand. Alors c'est quelqu'un qui au départ et pendant des années et des années de pratique, quand il avait un patient en face de lui qui lui disait oui je crois avoir vu ma mère, il disait bon c'est un moyen d'intégrer la douleur, etc. Enfin, c'est une projection d'un désir. Et puis ce monsieur à la fois, je dirais, le bagage scientifique et à la fois l'ouverture d'esprit qui lui ont permis de réaliser, après des dizaines et dizaines de témoignages, que non, il y avait quand même plus que ça. Quand vous avez perdu votre mari et que votre mari vous apparaît au pied de votre lit pour vous dire
oublie pas que dans tel costume j'ai un porte-monnaie avec un chèque qu'il faut aller encaisser, et puis qu'on regarde dans le costume et qu'il y a le porte-monnaie avec le chèque à encaisser. Il y a un peu plus que simplement le désir de supporter le décès, il y a autre chose. Donc là encore une fois, Louis Lagrand lui a décidé d'utiliser ces expériences-là pour aider les gens à intégrer un décès, et plutôt que de vouloir s'assurer et les convaincre, oui, votre fils, votre père, votre mère survit à la mort, il a essayé de positionner ces expériences-là dans son travail de conseil et d'aide au deuil. Et nous, c'est vraiment aussi ce qu'on a envie de mettre en avant, parce que la question de la mort, et je suis en train, on va pas partir là-dessus, mais je suis en train de faire un livre depuis plus d'1 an sur ce sujet. C'est la question centrale, c'est la question que tout le monde se pose, c'est là où il y a le maximum de passion et d'énergie qui sont déclenchées. Donc vouloir prouver qu'on survit ou vouloir prouver l'inverse est quelque chose qui déclenche une telle énergie que des gens comme Louis Lagrand et d'autres ont décidé de pas poser la question en ces termes, et de simplement recevoir ces expériences-là et de leur donner la possibilité de s'exprimer. Quand vous êtes dans le deuil, quand vous avez perdu quelqu'un de proche et que vous avez l'impression que cette personne vient, vous délivrez un message qui a beaucoup de sens. Que, encore une fois, là on revient aussi au profil psychopathologique qu'on avait avec John Mack. J'allais dire, on cherche d'abord à voir si la personne n'avait pas des antécédents qui pourraient la pousser à avoir ce genre d'expérience. Mais après cela, de quelle manière est-ce qu'on travaille sur cela? C'est-à-dire qu'on recueille les témoignages? C'est un travail d'accompagnement, ça dépend le but. Là, pour le cas précisément de Louis Lagrand, lui, il est clairement quelqu'un qui travaille dans l'aide au deuil. Donc, il n'est pas dans une optique d'étude, il n'est pas dans une optique de compilation de témoignages, il est vraiment dans une optique, par exemple, de réponse thérapeutique au cas par cas. Donc il aide ça, et quand il a un patient qui lui dit avoir vécu ce type d'expérience, il l'intègre en lui disant vous n'êtes pas seul à avoir vécu ça, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent ça, comment vous l'avez ressenti, qu'est-ce que ça vous a procuré, quelles choses ont été dites, est-ce que ça vous a fait du bien, est-ce que ça vous a fait peur. Voilà, on essaye d'intégrer ça dans un contexte où on fait un petit peu comme ce que m'avait dit un physicien de Harvard, Rudy Schill, il m'avait dit, on fait comme quand on va au cinéma, en fait. Quand on va au cinéma, on sait très bien qu'on va voir quelque chose qui n'existe pas. C'est une fiction, c'est un film. Donc on suspend sa croyance, on suspend son jugement. Et on entre dans la salle de cinéma, et là on va se laisser emporter par les émotions, on peut pleurer, on peut avoir peur, on peut même être terrorisé de frayeur. Et puis quand on sort du cinéma, on revient dans notre réalité propre. Avec ce type d'expérience-là, c'est pas inutile, et d'ailleurs c'est un des conseils que nous donne la majorité des thérapeutes, il faut mieux suspendre son jugement. Parce que, au niveau thérapeutique, c'est vraiment ce qui est le plus approprié, et c'est ce qu'on va mettre en lumière, et c'est ce que j'ai découvert, moi, à travers tous ces entretiens. Et 2, je crois que la science elle-même nous dit qu'il faut peut-être pas être aussi présomptueux que ça à vouloir s'imaginer qu'on sait tout sur tout et qu'on a la réponse et les explications à chacune des expériences qui peuvent arriver aux gens. Tu veux dire qu'en quelque sorte, c'est assez paradoxal pour des personnes qui ont 10, 20, 30 ans, 40 années d'études derrière elles. Il faut retrouver un esprit d'enfant pour bien analyser ce genre de cas. C'est dur de remettre en question tout son système. Hein. Pour chacun de nous, c'est difficile. La peur du changement, c'est quelque chose qui est au fond de chaque être humain. On a peur de changer nos habitudes, on a peur de changer de voiture, on a peur de changer de travail. Même s'il y a des choses qui vont pas dans notre vie, on a peur de tout mettre à plat et de tout radicalement changer. Et plus on vieillit, plus ça devient difficile. Et puis on renonce. Et puis la majorité des gens renoncent à vouloir changer parce que ça implique trop de choses. Mais quand dans sa démarche scientifique ou dans sa vie propre, on a la capacité, la volonté, la possibilité de pouvoir sans cesse remettre en question nos certitudes, sans cesse remettre en question ce que l'on imagine être la réalité, ce que l'on imagine être la fourniture du bonheur, ce que l'on imagine être tout ça, on s'aperçoit que tout d'un coup la vie nous offre peut-être plus de surprises, plus de choses, et qu'elle est beaucoup plus large, et que la réalité est beaucoup plus vaste et étendue que ce qu'on avait imaginé avant. C'est d'ailleurs ce qui arrive à ces gens qui ont vécu une expérience extraordinaire, parce que pour certains, ils sont forcés de changer leur vision du monde. Moi, j'ai rencontré des gens disant avoir vécu des expériences d'enlèvement extraterrestre qui étaient des bons bourrins, qui étaient dans un schéma de vie très classique, très matérialiste, qui croyaient en rien du tout, et puis tout d'un coup il leur arrivait ce machin comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et ça a été obligé ça les a obligés à s'ouvrir à une réalité plus vaste. Donc c'est d'ailleurs une des caractéristiques communes à l'ensemble de ces expériences, c'est de se dire que la violence parfois
philosophique presque de cette expérience qui heurte notre vision du monde, qui heurte toutes nos croyances. Quand vous êtes, je sais pas, quand vous êtes par exemple quand vous avez un système religieux, une croyance religieuse très très affirmée, très très fondée, et que vous vivez une expérience de NDE dans lequel il y a des éléments qui contredisent complètement ce que vous croyez, c'est qu'est-ce que vous en faites de ça? C'est pas facile. Et d'ailleurs, mais ça, on en parlera tout à l'heure, mais un des chercheurs que j'ai rencontré à San Francisco a permis par son travail d'intégrer ce type d'expérience dans le manuel de description clinique de la psychiatrie, le DSM, en identifiant justement ce qu'il a qualifié de problèmes religieux et spirituels. On en parlera un peu plus tard tout à l'heure, mais voilà, quand on a quelque chose qui remet en question de façon intrusive et violente et non voulue et spontanée notre système de croyance, on est forcé de le faire. Mais la majorité des médecins ne l'expérimentent pas, n'ont pas forcément envie. Et puis surtout, toi et moi, remettre en question, je sais pas, notre vision de telle chose. Bon, on n'a pas fait 25 ans d'études qui nous ont donné une vision extrêmement précise, méticuleuse et rigoureuse de tel aspect de la réalité. Donc, on va être peut-être plus enclin. Moi, c'est vrai que en quelques mois de reportage sur le phénomène des enlèvements extraterrestres, j'ai eu suffisamment d'éléments pour accepter l'idée qu'il fallait que je remette en question certaines de mes principes. Mais quelqu'un qui va avoir une formation en psychiatrie, par exemple, qui va avoir fait 15 ans d'études médicales, plus psychiatrie derrière, ça va être dur de faire bouger un petit peu cette forteresse, comme dans le monde médical, comme dans le monde scientifique. Quand on a 25 ans d'études en physique nucléaire, ça va peut-être être un petit peu plus dur à avaler qu'un objet puisse tout d'un coup accélérer d'une façon spontanée et faire de passer d'une vitesse 0 à une vitesse de 5000 km/h, parce que c'est pas possible. Et puis on va avoir un argumentaire long comme le bras pour dire mais ça pourrait être ci, 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 ça pourrait être ci. Ça, c'est pas une démarche scientifique, c'est juste une démarche de protection. Et en fait, on s'aperçoit que dans les gens qui ont un comportement sceptique par rapport à ces phénomènes, pas le scepticisme sain, mais le scepticisme borné, c'est des mécanismes de protection qui sont des mécanismes qu'on retrouve dans tous les niveaux de la société, qui sont liés aux peurs que l'on a. Oui, ça n'existe pas, donc je ne vois pas. Voilà. Pour en terminer avec la Floride, as-tu un exemple à nous conter sur ça me paraît tellement intéressant de travailler sur les réincarnations. Tu es vite passé dessus en disant qu'il travaillait aussi sur les réincarnations. Très bien, soit. De quelle manière est-ce que tu as un exemple à nous citer il y a les travaux de Ian Stevenson qui est décédé, qui travaillait justement en Virginie, qui lui s'est intéressé à essayer de retrouver. Tout le monde a entendu parler de ces livres, notamment en Inde et en Birmanie, où il retrouvait des enfants, notamment des enfants birmans, qui disaient avoir été des réincarnations de soldats japonais morts en Birmanie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ces enfants birmans avaient des comportements qui étaient radicalement opposés aux comportements de leur famille, de l'entourage birman. Ils avaient des goûts alimentaires, des comportements sociaux qui étaient totalement étrangers à leur univers et à l'univers culturel dans lequel ils étaient nés. Et Ian Stevenson a notamment publié un bouquin qu'on trouve en français qui s'appelle, non, je me souviens plus le titre, mais qui traite de ce sujet, des réincarnations avec les traces biologiques. Donc ça c'est assez impressionnant parce qu'ils trouvent des enfants justement qui ont des mémoires, notamment en Inde, qui ont des mémoires de vie antérieure. Ils disent avoir été tués d'un coup de pistolet dans la tête, etc. Et puis on trouve que quand l'enfant a 3, 4, 5 ans, il a une trace sombre à tel endroit où il pense avoir été tué. Donc ça c'est une méthode qui est utilisée par Ian Stevenson et il a publié des études qui sont très 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 sérieuses, très très rigoureuses. Il les a publiées à la fois pour le monde universitaire et à la fois pour le grand public. Plusieurs de ces bouquins ont été traduits en français. Alors j'en ai 3 sous les yeux. 20 cas suggérant le phénomène de réincarnation, les enfants qui se souviennent de leur vie antérieure et réincarnation et biologie. Voilà, c'est ça, réincarnation et biologie, c'est celui-là auquel je pensais. Mais 20 cas, le premier aussi est un livre où il entre vraiment dans le détail du travail qu'il a fait avec ces gens-là. Alors effectivement, c'est des cas qu'il
il a beaucoup de cas en Inde notamment. Mais il explique ça par le fait très simple et très logique que quand un enfant rapporte avoir vécu une vie antérieure, s'il rapporte ça dans un contexte culturel où les vies antérieures sont intégrées comme une réalité, c'est beaucoup plus facile pour lui de l'exprimer. Ses parents vont pas lui dire tais-toi, tu racontes n'importe quoi. Alors qu'ici, on parlera peut-être plus d'un personnage imaginaire, un ami imaginaire qui sert à guider l'enfant. Voilà, et puis le gamin, au bout de quelques années, va enfouir ça et le souvenir sera plus du tout accessible. Tandis qu'en Inde, ça va peut-être être un peu entretenu, l'histoire va pouvoir sortir et s'exprimer. L'enfant va pas être forcément bloqué dès le départ et va pouvoir exprimer son expérience. Mais il a des cas très très troublants où les enfants décrivent les noms des gens, les circonstances de leur vie, le détail de leur boutique, etc., etc. Enfin, alors qu'ils sont jamais allés dans l'endroit, qu'ils ont jamais vu la ville, qu'ils ont jamais vu la famille. Alors tout ça sous hypnose ou autre traitement non, c'est des souvenirs. Parce que pour moi, la réincarnation, c'est pas un sujet que je maîtrise parfaitement. Pour moi, la réincarnation jusqu'ici était une sorte de seconde peau, de seconde vie, seconde personnalité passée dont on ne se souvenait pas pendant son existence, à part sous hypnose, par exemple. Moi aussi, je connais mal le sujet. J'ai lu quelques bouquins et notamment. C'est pour ça que tu l'étudies d'ailleurs. Ceux de Stevenson, voilà. Je me souviens que justement, même Stevenson il a fait beaucoup de voyages en Inde. Et il a eu des témoins qui, par exemple, quand ils avaient 5-6 ans, il a pu les interroger, avaient des souvenirs assez nets. Et puis quand il interrogeait ces mêmes personnes à l'âge de 15 ans, ils n'avaient plus aucun souvenir de ce qu'ils avaient rapporté, même 10 ans avant. Donc, il semblerait que ce soit des choses qui soient peut-être beaucoup plus accessibles au conscient dans les premières années de l'enfance, si elles sont pas réprimées par un contexte culturel qui fait qu'on va pas vouloir parler de ce truc-là, on peut y avoir accès, l'enfant peut avoir des souvenirs qui vont être affleurants. Mais effectivement, ça disparaît assez rapidement. Donc là, il faut peut-être des techniques. L'hypnose, je sais pas. Enfin, encore une fois, c'est un sujet qui... La personnalité humaine est tellement vaste que il y a beaucoup de choses à faire avant de s'engager dans telle ou telle voie très précise. Allez, Stéphane Alix, quittons la fleur des côtés radio. Ici et maintenant, 95.2, nous sommes aujourd'hui avec Stéphane Alix, journaliste, grand reporter, fondateur de l'INRES. Stéphane, tu nous contes ton voyage aux États-Unis à la rencontre de différents chercheurs scientifiques qui étudient des sujets peu connus ou peut-être rejetés dans certains pays. Et nous en étions, après la Floride, à San Francisco. San Francisco, où on a rencontré là des gens, et notamment quelqu'un pour qui j'ai une admiration très très importante, qui est Stanislas Grof, psychiatre d'origine tchèque, immigré aux États-Unis au début des années 60 et qui est le fondateur de la respiration holotropique, qui est une méthode de respiration qui permet d'induire des états modifiés de conscience et qui est surtout un des fondateurs de la psychologie transpersonnelle. En quelques mots, de par ses expériences propres, son travail clinique auprès de patients qui vivaient des états modifiés de conscience, Stan Grof a cartographié en fait ce qu'on peut appeler l'inconscient ou ce qu'on peut appeler plutôt les états transpersonnels de l'être, qui sont toutes ces zones où l'on va, où l'on va, déjà le terme de déplacement est peut-être pas approprié, mais toutes ces zones où l'on accède dans des états modifiés de conscience, des états où on n'est plus soi-même, alors soit des états provoqués spontanément par des substances, par des respirations, par des techniques diverses, soit de façon un peu accidentelle, comme les gens qui vivent des NDE ou d'autres expériences extraordinaires. Et ce qui est intéressant, c'est que Stanislas Grof a vraiment une expérience très très longue et puis de première main de ces expériences, et il a vraiment développé tout un mode opératoire, un mode clinique d'exploration, d'analyse, de compréhension et puis d'aide pour les gens qui vivent ces expériences-là. Donc voilà, la rencontre était importante et utile, et là aussi avec lui on l'a vu au 3e jour de notre séjour californien. On a commencé par voir Ken Ring, qui lui a travaillé, comme les auditeurs le savent, sur les NDE beaucoup. Donc avec Ken on a travaillé sur le développement de l'INRES et sur ce que pourrait être en fait une structure et un réseau d'accueil en France pour les gens qui vivent ce type d'expérience. Et puis on est allé rencontrer deux personnages assez intéressants
à l'Institut de psychologie transpersonnelle à Palo Alto, qui est au sud de San Francisco, Charles Tart, qui est un vieux monsieur maintenant, qui est professeur de parapsychologie, professeur de plein de choses différentes, qui arrive un peu à la fin de sa vie à essayer de voir comment est-ce qu'on intègre ces expériences extraordinaires, les capacités psy. Je trouve qu'il a mélangé, ce qui pour moi est quelque chose d'assez important, l'expérience personnelle, la dimension personnelle et humaine de sa curiosité, ce qu'il a fait cheminer pendant toutes ces années, avec sa recherche scientifique, avec la rigueur. Et c'est lui qui nous a dit que voilà, en matière d'expériences extraordinaires et de parapsychologie, il y a 5 types de comportements et 5 types d'expériences qui sont aujourd'hui, dans la réalité, est absolument indiscutable aujourd'hui. La télépathie, la clairvoyance, la vision à distance, l'action sur la matière, la télékinésie. Enfin, il y en a 2 qui sont à peu près similaires. Et il est entré dans le détail des expériences qui permettent de prouver ce genre de choses. Et ça, c'est très impressionnant parce que là aussi, on a des résultats expérimentaux, d'expériences qui sont montées de façon encore plus rigoureuse que d'expériences en sciences plus classiques, où on va pas jusqu'à ce degré de nécessité de résultats pour pouvoir avancer une théorie. Et en télépathie, voilà, on réussit à faire s'envoyer un signal entre 2 personnes, alors qu'une personne est dans une cage de Faraday, dans une enveloppe fermée, dans laquelle aucune onde électromagnétique ne peut accéder, et un message réussit à passer. Donc, Charles Tart a réussi, à mon sens, à créer un modèle d'hypothèse à partir de ses expériences, à partir de son travail en parapsychologie, qui soit modéré et qui aille pas trop loin, qui aille pas trop loin dans la théorie, comme certains le font peut-être un peu avec trop de facilité. Il part pas dans la physique quantique pour justifier tout et n'importe quoi. Il reste très méthodique, très scientifique. Et avec lui, on a parlé justement de ce terme qui, pour moi, est un terme qui a son importance, mais on en parlait en début d'émission, qui est assez décrié, surtout en France, qui est le terme de spiritualité. C'est un sujet dont on a parlé aussi avec Stan Grof et dont on a parlé avec plusieurs personnes. C'est vrai que tous les gens que j'ai rencontrés, et notamment en Californie, qui travaillent sur ces sujets, parapsychologie ou psychologie transpersonnelle, la spiritualité est quelque chose d'important. Parce que c'est pas la religion, c'est pas Dieu, c'est pas des messages, des machins. La spiritualité, c'est une des facettes de la réalité qui nous entoure. Quand des messages peuvent passer d'un cerveau à un autre sans faire appel à un support matériel, quand une personne peut percevoir à des milliers de kilomètres à distance quelque chose qui est scellé dans une enveloppe, quand on peut, par la simple volonté, modifier une structure cellulaire dans une boîte de pétri, on fait appel là à à quelque chose qui n'est pas de l'ordre du monde matériel. Et c'est en ce sens que la spiritualité est un mot qui est opérant pour désigner cette chose-là, pour désigner cette facette de la réalité. Ça va demander à être pas mal affiné, pas mal précisé. Je pense qu'il y a un amalgame beaucoup qui est fait effectivement avec les religions. La définition de Charles Tart qu'on a vu, ou de Arthur Hastings aussi, qui est également un professeur à l'Institut de psychologie transpersonnelle, c'est de dire que la spiritualité, c'est justement la base de l'expérience subjective, de l'expérience personnelle de quelqu'un. Quelqu'un qui va voir un être de lumière pendant ses NDE, ça va être une expérience de nature spirituelle. Ça va être transformé en religion si cette personne tout d'un coup va théoriser son expérience, va dire que l'être de lumière qu'il a vu, c'est Dieu, et que Dieu lui a transmis un message, et que autour du témoin de cette NDE va se regrouper une espèce de petite cour qui va adhérer au discours et à l'interprétation de cette personne. Là, on entre dans la religion ou dans la secte, enfin les religions étant des sectes qui ont simplement réussi à s'imposer. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que si on revient aux expériences spirituelles qui sont au fondement de certaines religions, comme celle de Mohammed, comme celle de Jésus-Christ, comme celle d'un certain nombre de fondateurs de grandes religions, on est dans des choses qui seront aujourd'hui diagnostiquées comme des pathologies lourdes. J'avais lu un bouquin il y a quelques années écrit par le docteur Schweitzer, qui était une série de diagnostics psychiatriques sur Jésus. Ce type, qui a fondé la religion chrétienne, était psychotique, paranoïaque, enfin tous les qualificatifs sont bons pour désigner tous ces comportements. Mohamed était épileptique, Bouddha était schizophrène, je ne sais pas quoi, enfin voilà. À la base de ces religions, il y a une expérience spirituelle, comme celle
que traversent des centaines de milliers de gens sur cette planète, les religions sont après des choses qui ont été construites autour de ces expériences-là. Dans l'utilisation du mot spirituel, c'est le mot extraordinaire que nous on a mis en exergue dans l'INRES, extraordinaire, spirituel, c'est-à-dire d'une nature qui échappe à notre dimension matérielle de la réalité. Donc c'est une direction dans laquelle on a envie de travailler parce qu'il y a un travail vraiment de grande valeur qui est fait dessus. Après avoir vu donc Charles Tart et Arthur Hastings, on a travaillé une grosse journée avec Stanislas Grof et sa femme Christina, qui ont travaillé aussi conjointement depuis très très longtemps, depuis des décennies sur ces sujets, pour cartographier un peu ça, explorer quelles sont les conséquences de tel type d'expérience, comment est-ce qu'on gère une expérience transpersonnelle. Voilà, comment est-ce que vous imaginez que vous traverseriez une expérience où tout d'un coup, tout ce que vous êtes, toute l'identité qui représente la totalité de votre réalité a disparu, n'existe plus, et que vous avez l'impression d'être encore plus réel que réel. J'ai le cas d'une amie proche qui a vécu une expérience chamanique il y a un peu plus d'1 an au Pérou, qui a été d'une intensité colossale pour elle. C'est une personne qui avait une très grande frayeur de la mort, qui vivait vraiment dans la panique de cet instant. La mort de proches et la sienne propre provoquaient littéralement des crises de panique. Et avec des chamans en Amazonie péruvienne, elle a vécu une expérience où elle s'est sentie mourir. Et c'est dur de résumer une telle expérience parce que justement il y a une nature presque indicible de la grande partie de cette expérience, mais ce qui ressort de son voyage, c'est qu'elle s'est sentie en vie alors que la personne qu'elle est était morte. Elle n'existait plus en tant que jeune fille, jeune femme française. Elle n'existait plus. Et pourtant, elle continuait à percevoir autour d'elle, elle continuait à voir, et elle avait l'impression d'être dans quelque chose d'une richesse, d'une réalité encore plus dense. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très troublant et qu'on retrouve, qui est vraiment une composante de beaucoup de types d'expériences extraordinaires, NDE, enlèvement, etc., expériences mystiques. On a l'impression que les gens accèdent à quelque chose qu'ils décrivent comme beaucoup plus réel. Des gens dans du NDE ou dans un rêve particulièrement intense disent il y avait des couleurs qui étaient encore plus couleurs qu'elles sont aujourd'hui. On était plus vivant, j'étais plus moi, là je suis moins, on est étriqué, c'est plus dense, c'est pas la vraie réalité. Et donc cette jeune fille, pendant cette expérience au Pérou, s'est sentie vivre alors que ce qui lui faisait peur, ce qu'elle avait l'impression qu'il allait arriver si elle mourait, c'était la disparition physique de son corps et de son identité. Elle venait de perdre son identité et son corps, et elle continue à exister, elle continue à être intensément vivante. Et elle est revenue, et cette expérience l'a beaucoup changé parce elle a plus peur. Elle a plus peur de la mort, elle a plus peur de ces moments de panique. Je trouve que c'est intéressant, ça, que ça soit réel ou pas réel, d'avoir modifié en profondeur une phobie aussi tenace. Donc Stan Grof, par exemple, a travaillé depuis des décennies sur ces types d'états. Qui on est quand on n'est plus soi-même. C'est intéressant, ça. Qui on est. Et moi, c'est un sujet qui, à titre personnel, me passionne vraiment beaucoup parce que depuis plus d'1 an, donc je fais une enquête pour un bouquin que je sortirai, je l'espère, assez vite chez Albin Michel, dès que je l'aurai terminé, sur justement les hypothèses du survie de la conscience, sur la mort. Je suis, certains auditeurs le savent peut-être, mais j'ai perdu un de mes frères en Afghanistan il y a quelques années de ça, et j'essaie de savoir si mon frère est quelque part, s'il existe en tant que tel aujourd'hui, et j'essaie de le savoir de façon rigoureuse, scientifique, autant que possible. Et au fur et à mesure que mon enquête avance, les questions sont profondément modifiées, et j'en suis venu à me dire mais c'est quoi l'identité, c'est quoi moi, qui je suis moi, si je mourais maintenant, ou si j'étais mort il y a 20 ans, quelle serait la chose qui survivrait à cette mort, si quelque chose survit. Est-ce que ce serait moi, Stéphane Alix, quand j'avais 2 ans? Est-ce que ce serait moi, Stéphane Alix, quand j'ai maintenant 40 ans? La personne que j'étais il y a seulement 20 ans de ça, quand j'ai commencé ce métier, je suis parti en Afghanistan la première fois à 19 ans en 88, donc il y a presque 20 ans maintenant.
c'est plus du tout la même personne que je suis aujourd'hui. Donc si j'étais mort à 19 ans, est-ce que je serais le même entité? Enfin, bon, on rentre un peu dans les questions philosophiques, mais tout ce travail-là porte sur la nature de ce que l'on considère comme étant soi, comme étant notre ego, comme étant notre réalité. Et je me suis aperçu dans ces recherches-là personnelles sur la mort et dans les recherches plus générales qu'on a menées pendant ce voyage-là, que la notion de réalité globale du monde qui nous entoure se pose, mais la réalité de notre propre identité aussi se pose quand on vit des expériences où on a l'impression d'accéder à quelque chose qui est beaucoup plus vaste que soi-même. Tu as parlé beaucoup d'expériences positives, sans cacher qu'il y avait des expériences négatives. Comment travaillent ces chercheurs et comment font-ils la différence? Et surtout, y a-t-il un début d'explication? Non, alors ça, je vais être très décevant, mais moi, je rentre pas dans les explications. Non, mais est-ce que eux, comment font-ils pour comment est-ce qu'ils classent les personnes? Bah ça, là, tu le vois sur les conséquences directes sur la personne. Ouais. Quand avec les expériences d'enlèvement extraterrestre, par exemple, il y a des traumas qui laissent des traces physiologiques telles qu'elles sont constatables et qu'elles laissent ce qu'on appelle des syndromes de stress post-traumatique, c'est observable de visu sur le corps. Tu as une réaction émotionnelle, biologique qui est très très intense et qui manifeste du trauma qui est inscrit vraiment au fond de soi. Donc face à ça, il faut mettre en place des thérapies qui existent, diverses et variées, pour traiter un trauma classique comme on le traite avec des vétérans de guerre du Vietnam ou des survivants d'attentats ou des choses comme ça. Avec des NDE, il y a aussi des NDE qui sont parfois j'aime pas le terme négatif parce que c'est une connotation morale, mais qui sont effrayantes, qui sont très 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 dérangeantes et parfois très très traumatisantes pour les patients. Il y a une histoire que m'avait racontée Patrice Van Hersel qui était assez cocasse en soi. Quand il avait fait son premier bouquin, La Source Noire, en 82, je crois, il avait rencontré Kenneth Ring, il avait rencontré tous ces jeunes chercheurs qui commençaient à publier beaucoup de choses et beaucoup de recherches scientifiques sur les NDE. Et il avait notamment rencontré Kenneth Ring qui avait créé peu de temps auparavant International Association for Near Death Study, le IANDS, qui est l'association internationale d'études sur les expériences de mort imminente. Et pendant un aparté comme ça, en discutant avec la secrétaire de IANDS, ils n'étaient pas beaucoup à l'époque, il s'est aperçu que cette secrétaire, tout d'un coup la secrétaire lui dit mais moi je comprends pas pourquoi tous ces types-là disent que la NDE c'est super et que c'est la lumière et que c'est l'amour. Alors Patrice lui dit mais pourquoi vous dites ça? Bah parce que moi j'en ai vécu une qui m'a fait, je crois que c'est la chose la plus effrayante que j'ai jamais vécue de ma vie. Et ce qui est très drôle, c'est que cette femme s'est retrouvée secrétaire de IANDS, non pas parce qu'elle s'intéressait au NDE, mais complètement par hasard, parce qu'elle a répondu à une petite annonce et qu'elle s'est trouvée là. Et voilà, elle entendait quotidiennement des gens lui raconter comment leurs expériences avaient été extraordinaires, alors que elle, c'était quelque chose qui avait été une des choses les plus effrayantes de sa vie. Je me souviens plus du détail, mais je crois qu'il y avait la notion d'un vide total, de noir, d'absence de rien du tout. Là, je veux pas rentrer trop dans l'explication non plus, mais je pense que là encore, je rebascule, je redeviens le Stéphane Alix écrivain qui fait le bouquin sur la mort, mais pour avoir travaillé beaucoup sur notamment la psychologie et les écoles de psychologie bouddhiste. J'ai travaillé beaucoup sur le Bardo Thodol. Je suis allé en Inde il y a quelques mois pour travailler avec des lamas sur le livre des morts tibétains, qui est intéressant parce que sur certains points très très précis, le livre des morts tibétains qui a été écrit au 8e siècle, enfin on a retrouvé le manuscrit au 12e siècle, donc on est sûr qu'au moins ça date du 12e siècle, du fin fond du Tibet, et de façon extrêmement troublante, en phase avec ce que l'on apprend dans les NDE, ou ce qu'on apprend même dans les services de réanimation sur les processus de mort physiologique. Il y a des témoignages qui collent, qui coïncident, enfin c'est pas une nouveauté, ça fait déjà plus d'un siècle qu'on a fait des rapprochements entre les traditions spirites occidentales et le Bardo. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que dans le processus que décrit le Bardo Thodol et que décrit la psychologie, la philosophie bouddhiste sur le processus de mort, c'est qu'il y a la notion de projection
de son propre, de sa propre réalité sur ce qui nous entoure. Il y a un lama qui m'a dit quelque chose d'ailleurs que j'ai pas trouvé très agréable, qui m'a dit si vous voulez savoir à quoi ressemblera la mort, regardez à quoi ressemblent vos rêves aujourd'hui. Quand vous allez mourir, vous allez être dans un même état que celui quand vous rêvez. C'est-à-dire que mais vous n'aurez plus aucun moment pour vous réveiller. C'est-à-dire si vous n'arrivez pas à vous sortir d'un cauchemar, si vous êtes dans un cauchemar, le cauchemar va perdurer jusqu'à ce que vous réussissiez à prendre conscience dans votre rêve, dans votre cauchemar ou dans votre mort, de l'état dans lequel vous êtes. Donc je pense que, et ça je le retrouve, j'en ai parlé beaucoup avec Patrice aussi, avec d'autres gens qui ont travaillé sur le sujet de la mort, je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment même avec des médiums, j'ai fait beaucoup d'expériences avec des médiums. C'est pas parce qu'on meurt que tout d'un coup on deviendrait illuminé avec la sagesse infuse et qu'on saurait tout absolument sur tout. On meurt et on continue à être exactement la même personne qu'on était sur Terre, vivante. C'est-à-dire que si on est un idiot borné, on continue à être un idiot borné. Si on a peur de tout, on continue à avoir peur de tout. Si on est quelqu'un d'extrêmement bon et ouvert et gentil, on est quelqu'un de bon, extrêmement ouvert et gentil. Donc on garde les défauts. Alors bien sûr, il y a un état qui change, je suppose. Enfin, je parle, ça reste très théorique tout ça. Hein. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'on peut... par exemple, les chrétiens qui vont être confrontés dans une NDE à un être de lumière vont voir Jésus. Alors que les études qui ont été faites sur les NDE en Inde, on va plus avoir des figures qui sont liées au panthéon hindou ou bouddhiste. Donc ça, effectivement, un psychologue à 2 balles va vous dire, bah voilà, ça prouve bien que ça n'existe pas, c'est juste une projection culturelle. Non, moi j'ai tendance à dire qu'on voit ce qu'on connaît, on voit l'univers dans lequel on vit, et que effectivement devant un phénomène, un être de lumière ou ce type d'expérience extraordinaire, on va voir ce que l'on connaît, on va projeter ce que l'on connaît. Après, il faut avoir peut-être le recul pour se dire cet être de lumière, est-ce que c'était vraiment Jésus ou est-ce que je sais pas. Et quand vous questionnez en fait les témoins sur leur expérience et sur le contenu pur de l'expérience, en essayant de mettre de côté leurs interprétations, on s'aperçoit que l'expérience en elle-même est très très similaire, que ce soit pour une NDE en Inde ou que ce soit pour une NDE au fin fond des États-Unis. Jésus représentant un maître spirituel. Voilà, on le voit comme ça. Selon son éducation. On voit quelqu'un qui est dont l'amour ou la puissance nous submerge totalement. C'est absolument indicible. Bon, si on a été élevé dans la religion catholique, on va effectivement avoir tendance à se dire que c'est un saint, un ange, Jésus. Mais bon, c'est très légitime. Y a-t-il d'autres personnes que tu as rencontrées aux États-Unis ? Eh ben, on a terminé avec Dean Radin, oui. qui a publié aussi un bouquin il y a quelques années en France qui s'appelle, je crois, La conscience invisible, qui est un chercheur en parapsychologie et qui a alors lui, c'est pas du tout un théoricien, mais c'est un expérimentateur de génie, c'est-à-dire qu'il a été capable de mettre en place des expérimentations pour valider telle ou telle hypothèse en parapsychologie, comme l'action à distance, la vision à distance ou la télépathie ou des choses comme ça. Et surtout, ses travaux, il a fait ce qu'on appelle des méta-analyses, parce que ce qui est assez probant notamment dans les expériences en parapsychologie, c'est les résultats statistiques. Une expérience classique de parapsychologie, c'est avec les cartes de Zener, où tu as 5 cartes avec 5 motifs différents, une barre ondulée, un rond, un carré, un triangle et puis des vagues. Tu dois répéter l'expérience de façon très très étendue. Tu tires une carte au hasard et le voyant dans une autre pièce où la personne qui doit être connectée à toi doit essayer de deviner la carte. Donc ça, si on le fait 10 fois, statistiquement, on doit avoir une chance sur 5 de tomber juste à chaque fois. Sur 10 coups, sur 100 coups, le hasard peut encore avoir son mot à dire. Par contre, si on l'a fait 3 millions de fois et qu'on a 33% de résultats positifs plutôt que 25%, ça veut dire que là, on a quelque chose d'assez tangible qui montre que pour arriver par hasard à 33%, il aurait fallu qu'on ait une chance sur... alors là, on entre dans les statistiques, une chance sur 25 millions, etc., etc. Et ce que Dean Radin a fait, c'est qu'il a compilé l'ensemble des résultats de toutes les expériences en parapsychologie qui ont été faites depuis des décennies et qu'il a fait des méta-analyses à partir de tous ces résultats et que là ça donne des probabilités qui sont absolument vertigineuses. Enfin, les résultats positifs prouvant la validité de ces expériences parapsychologiques ne peuvent pas se produire par hasard.
ou alors il aurait fallu que ça soit une chance sur 25 trillions, je ne sais pas quoi. Donc ça c'est assez intéressant. C'est un livre qui est pas publié encore en français, que j'espère bien pouvoir publier bientôt. Alors, évidemment, tu vas pas nous résumer le livre, mais je trouve le sujet passionnant. Est-ce que le livre donc de Dean Radin, si je me trompe pas, hein, est-ce que il ressort de ce livre des catégories de personnes par tranche d'âge, catégories sociales, parties du globe, qui ont plus ce ressenti, ou est-ce que c'est vraiment totalement aléatoire? Non, c'est aléatoire, je ne sais pas, mais il n'y a pas de caractéristiques particulières pour telle ou telle personne. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce que souligne l'ensemble des études qui ont été faites en parapsychologie, même les programmes qui ont été faits par le gouvernement américain, Stargate et compagnie sur les recherches en psy, montrent Tu peux dire un mot sur Stargate pour ceux qui découvrent le sujet ce soir? Je veux vraiment le résumer. Disons que il y a eu des études universitaires qui ont été faites sur les perceptions extrasensorielles, et que la CIA et différents organes du gouvernement américain ont mis de l'argent dedans pour aussi faire des études là-dessus, essayer de voir si on pouvait s'en servir pour faire de l'espionnage, pour l'utiliser tout simplement. Donc il y a eu notamment un cas que j'avais trouvé assez intéressant, où un voyant était soumis à une photographie d'un sous-marin, et un sous-marin russe, et il donnait la position absolument exacte au milieu du Pacifique de ce sous-marin russe, dont on vérifiait après par des moyens d'espionnage classiques la position. Donc, ou alors un voyant à qui on a demandé de se déplacer dans une usine particulière quelque part en Ouzbékistan pour aller voir ce qu'il y avait dans l'usine, et le voyant, par remote viewing, donc par vision à distance, dessine les choses qu'il voit, etc. Et par des moyens, encore une fois, d'espionnage classique, on réussit à confirmer ou à infirmer les choses qui ont été perçues. Et en général, les résultats ont été très probants. Dean Radin a participé à certains programmes comme ça. Marilyn Schlitz aussi, qui dirige aujourd'hui le développement de l'Institut Noétique, a participé aussi. C'est pas du X-Files, c'est des programmes de recherche qui ont été parfois, par moments, financés par la CIA. Ça a jamais atteint des résultats à 100% d'efficacité qui permettraient d'intégrer ces expériences dans un programme viable d'espionnage, parce qu'il y a un facteur humain, il y a un facteur subjectif qui entre en considération, mais c'est absolument avéré, ça fonctionne, ça marche, ça c'est indiscutable. Alors, on va bientôt arriver à la conclusion de cette émission, reparler du livre encore, mais j'ai quelques questions à te poser. Déjà, toi, qu'as-tu ressenti en allant visiter tous ces chercheurs, ces scientifiques? Quels sont leurs buts? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Est-ce qu'ils recherchent tous la même chose, ou est-ce qu'on est, excuse-moi de te dire ça aussi franchement, mais dans une lutte d'ego pour être le premier à mettre la main sur une définition de quelque chose d'inexplicable jusqu'ici? J'ai rencontré des gens... On s'en fout qu'ils aient l'une ou l'autre envie. Le but, c'est d'arriver à un résultat, mais comment t'as ressenti les choses, toi? Moi, il y a peut-être quelque chose que je ressens de façon globale, parce qu'après, ils ont tous des personnalités très très différentes les uns des autres. Mais ce que je ressens de façon globale, c'est que les résultats qu'ils ont obtenus, que ce soit en psychologie, en parapsychologie, que ce soit des psychiatres ou des chercheurs comme Dean Radin, tous, en percevant la réalité ontologique de certains de ces expériences, ont intégré les conséquences presque philosophiques de cette réalité dans leur mode de vie. C'est-à-dire que si je suis capable d'envoyer un message d'un cerveau à un autre sans passer par un moyen mécanique, ça veut dire qu'il y a une forme de corrélation qui existe entre nous, entre toi et moi, entre nous et les auditeurs qui nous écoutent, entre nous tous. Peut-être entre espèces aussi ça fonctionne, peut-être entre règnes ça fonctionne aussi différemment, peut-être qu'on a des connexions, mais là on entre dans une notion qui touche à des questions plus philosophiques. Mais j'ai vu de façon globale des gens qui ont un rapport humain plus respectueux les uns des autres, qui sont plus attentifs à la personne qui est en face d'eux, qui ont justement, tu parlais de lutte d'ego, qui sont moins dans ce schéma très occidental de bagarre, de lutte. J'ai rencontré des gens humainement assez épanouis, et je pense que leur richesse intérieure vient aussi du travail qu'ils ont fait sur ces sujets-là et sur ces thématiques. Ce sont des personnes qui ont toutes changé de direction au cours de leur carrière, ou qui ont débuté sur ce sujet? Alors là, ça dépend vraiment de chacune des personnes. Il y a Edgar Mitchell, qui est l'astronaute d'Apollo 14, qui lui a été totalement bouleversé par une expérience qui lui est arrivée dans la capsule Apollo en 71, alors qu'il revenait de la Lune. Là aussi, petite avant-première, cette expérience, il nous l'a racontée. Elle sera en ligne sur le site de l'INRES très rapidement.
il avait vraiment vécu une expérience de nature religieuse, spirituelle, ou extatique. Oui. Enfin, il aurait été chrétien convaincu, il aurait dit j'ai vécu le visage de Dieu, j'ai vu le visage de Dieu dans l'espace. Sauf que Edgar justement est pas quelqu'un de fondamentalement religieux. C'est d'autant plus intéressant d'avoir son témoignage. Exactement. Et lui, en revenant, il a voulu voir ce que la science avait à dire sur ce qu'il a vécu. Il a vécu quelque chose qui l'a vraiment bouleversé. Encore aujourd'hui, il en parle et ça l'a profondément modifié. Tu peux en quelques mots le résumer, évidemment, c'est. C'est une expérience d'extase, on peut dire. C'est-à-dire qu'il était son boulot, lui, pendant la mission Apollo 14, c'était de commander le module lunaire, c'est-à-dire l'espèce de petite voiture qui leur servait à se balader sur la Lune. Donc lui et Alan Shepard ont été les deux à se poser sur la surface lunaire. Et au retour, Alan Shepard était le commandant de la mission, il avait la responsabilité de ramener la capsule sur Terre, mais Edgar était lui off quoi. C'était fini, des mois et des mois de tension, des mois de boulot et de préparation venaient à expiration, il n'avait plus qu'à se laisser ramener sur la Terre, j'allais dire en France. Donc le voyage dure plusieurs jours depuis la Lune jusqu'à la Terre, et en fait, dans la capsule, il a perçu l'univers comme quelque chose, comme une espèce de tout. Donc c'est mieux de lui laisser ces mots parce que c'est quelque chose, encore une fois, c'est indicible. Donc voilà, le détail profond de cette expérience sera sur le site, mais et du coup, il s'est dirigé vers. Il a voulu trouver ce que la science avait à dire là-dessus. Et plutôt que de monter une église ou de se mettre à écrire des livres New Age ou je ne sais quoi, il a créé l'Institut de recherche noétique qui existe toujours aujourd'hui, qui compte des dizaines de milliers de membres, avec qui d'ailleurs l'INRES va monter un partenariat et finance des recherches sur la conscience, sur la physique, sur des domaines scientifiques qui sont un peu en marge, mais qui sont extrêmement légitimes et sur lesquels on peut travailler en scientifique sérieux. Autre question concernant ces chercheurs, Stéphane Alix, quelles sont leurs relations? C'est-à-dire, évidemment, ils se connaissent tous, mais est-ce qu'ils se fréquentent? Oui, ils participent à des colloques en commun. C'est vrai que c'est un univers. Au-delà de participer à des colloques en commun, est-ce qu'ils s'échangent des informations? Tout à l'heure, je ne me rappelle plus entre lequel et lequel, tu nous parlais de cas, d'études de la mort. Juste avant, tu nous parlais des expériences de NDE. C'était dans deux villes différentes. On peut imaginer que ces scientifiques, ces deux scientifiques-là précisément, aient des choses à se dire, non? Oui, je pense et que tout c'est quelque chose à échanger sur le traumatisme d'un lambda face à un événement extraordinaire. Il y en a certains qui sont très très exclusifs et qui travaillent vraiment sur leur domaine d'activité, mais je pense qu'ils ont en commun peut-être la curiosité ou l'ouverture d'esprit pour entendre quand Bruce Grayson par exemple travaille sur les NDE, il se met pas à lever et à interrompre l'entretien quand je commence à parler de John Mack et des enlèvements extraterrestres, parce qu'il a entendu aussi un petit peu la légitimité de l'étude sur ces sujets et même s'il connaît pas le sujet à fond, il connaît John Mack, c'est un psychiatre comme lui, donc ça crée effectivement des possibilités de dialogue. Donc après, c'est une communauté très large. Hein. Il y a quand même énormément de gens aux États-Unis qui travaillent dans ces domaines-là, dans des disciplines très différentes. Mais effectivement, c'est des gens qui se connaissent les uns les autres, qui échangent des informations, même avec la France aussi. C'est une communauté de recherche comme il en existe dans d'autres disciplines. Donc on peut pas quand même parler, je te sens assez frileux sur ta réponse, on peut pas parler d'une grande entente entre ces personnes qui, si leurs recherches aboutissent, vont révolutionner la science. Mais je sais pas si on peut être dans une notion de recherche qui aboutisse, parce que autant peut-être si Dean Radin lui est dans une démarche très scientifique, très recherche et expérimentale, donc lui effectivement essaye de construire des résultats, mais quelqu'un comme Stanislas Grof, comme Bruce Grayson sont à la fois des soignants, des psychiatres, et à la fois des gens qui explorent une dimension un peu inconnue de la psyché ou de la psyché transpsyché, je sais pas comment on peut prononcer ça. Donc il n'y a pas vraiment de notion de résultat à obtenir. C'est plus quelque chose qui devient de plus en plus clair, avec des zones obscures qui deviennent plus compréhensibles, d'autres qui deviennent moins compréhensibles, des nouvelles questions qui sortent. C'est pas quelque chose dont on va finalement arriver à découvrir le secret des secrets, la théorie unifiée ou je ne sais quoi. Ça, c'est plus une idée, je dirais, globale ou c'est
c'est comme si tu demandais à un biologiste, à un physicien, si tout d'un coup ils vont réussir à trouver la théorie unifiée. Alors oui, il y a des gens qui rêvent de découvrir la théorie qui veut unifier physique quantique et physique de la relativité, mais là on est dans un domaine vraiment exploratoire où les gens qui justement ont les mains dans le cambouis et travaillent vraiment sur le dossier savent la fragilité des théories. Et ceux qui prononcent des théories comme par exemple Dean Radin proposent des théories qui sont plus des modèles pour essayer de les affirmer ou de les confirmer, mais ça ne développe pas la théorie, ça ne fait que éliminer telle hypothèse ou confirmer un tout petit peu celle-ci. Mais on est vraiment dans une démarche d'exploration. J'ai pas eu le sentiment que ces gens-là se disaient de mon vivant je vais trouver ça, je vais trouver ci. C'est vraiment dans un travail de cheminement collectif. Je sais pas que je suis frileux, mais c'est que j'ai c'est pas si tu veux un groupe de recherche, une communauté qui a un objectif précis de prouver un jour que tiens l'âme quitte le corps ou je ne sais quoi, parce que plus la recherche s'affine, plus les questions deviennent extrêmement vastes et on peut pas y répondre. On peut pas y répondre aujourd'hui à ce type de questions. Est-ce que chez ces chercheurs, je ne sais pas si tu auras une réponse pour cette question, mais est-ce que tu as retrouvé chez eux plus de peur de l'inconnu, d'où leur recherche, ou de curiosité? Quand tu discutais avec eux tout à l'heure, tu nous disais que toi tu t'intéressais à tout cela par rapport à la disparition de ton frère. Tu essayais de comprendre scientifiquement ce qu'il pouvait en être de la vie, de la mort et de notre place dans l'univers finalement. Est-ce que chez ces chercheurs qui ont voué leur travail et leur connaissance à cela, tu as rencontré plus de peur, de l'inconnu, donc des recherches, ou juste de la curiosité? Je dirais vraiment plutôt curiosité. J'ai pas senti de peur. Non, il y a même il nous est arrivé d'évoquer la mort avec certains d'entre eux et c'est quelque chose qui est vécu avec beaucoup de sérénité, beaucoup de curiosité. Il n'y a pas du tout les mécanismes qu'on peut rencontrer de blocage, de refus. Ah ça je veux pas en parler. Il y a une ouverture, il y a une fraîcheur. Ça c'est quelque chose qui est très agréable parce qu'on sent tout d'un coup qu'une vraie recherche est possible, que les champs est ouvert, qu'il n'y a pas il y a pas ces mécanismes habituels qui parasitent vraiment le travail. Et enfin, tu nous parles de leur labo, là où tu les as rencontrés. C'est quoi les labos? Parce que je pense à nos auditeurs et même moi je me pose la question. Ça ressemble à quoi? C'est une personne, deux personnes. Je veux dire, le chercheur et sa secrétaire et un laborantin peut-être. C'est 3, 4 personnes. C'est des endroits où il y a beaucoup de monde qui travaille ensemble. Alors là, ça dépend de quoi on parle. Ouais. L'Institut, par exemple, de psychologie transpersonnelle, c'est un grand bâtiment. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'étudiants, mais ils font pas de la parapsychologie. Ils font de la psychologie transpersonnelle. Donc ça, c'est une discipline de la psychologie il y a des milliers d'étudiants à travers le monde qui travaillent là-dessus. Plusieurs des professeurs sont spécialisés en parapsychologie parce que ça intervient d'une manière ou d'une autre dans leur domaine de recherche. Pareil pour le California Institute for Integral Study à San Francisco. Eux aussi, en leur sein, ont des chercheurs qui s'intéressent à tel aspect, à l'expérience chamanique, à telle ou telle chose, mais globalement, c'est une université d'études en psychologie. Le travail de Stan Grof est un travail de psychiatre. Et moi, je te rappelle que nous, à l'INRES, on est vraiment... On focalise là-dessus. On travaille beaucoup sur ces psychologues, ces psychiatres qui ont des outils d'exploration. La parapsychologie lourde scientifique, effectivement, c'est un peu là où le bas blesse. Les budgets sont pas excessifs. Les laboratoires sont assez réduits. Dean Radin, il fait ça tout seul, lui, à l'Institut de recherche noétique. En fait, ils sont seuls au milieu d'entités existantes ayant des moyens. Oui, c'est ça. Je me mets à la place de l'auditeur et même à ma place à moi, en t'écoutant nous raconter tout cela. Je me dis dans son périple, est-ce qu'il se retrouvait dans une salle de cours ou dans un labo interrompu par des élèves, si c'est dans une salle de cours parce que le prochain cours va commencer ou la prochaine étude, ou dans un labo tout seul fermé qui a été loué dans un petit hangar qu'on a transformé en labo avec une secrétaire à côté qui reçoit les coups de fil. Tu vois, on se demande parce que ça fait aussi c'est la différence avec la France peut-être, c'est que là-bas justement ces chercheurs-là sont vraiment intégrés dans des cursus universitaires avec des budgets, avec les moyens de travailler sur leur dossier. On n'est pas dans le savant fou dans son petit laboratoire tout seul qui avec 3 bouts de scotch essaie de prouver telle ou telle chose. Là, Dean Radin a vraiment les moyens grâce à l'Institut noétique
de monter des expérimentations qui sont très lourdes et très chères. Voilà. Comme les autres, comme Charles Tart ou comme les autres qu'on a pu rencontrer, dans leurs pratiques cliniques, dans leurs hôpitaux, dans leurs pratiques professionnelles, ils ont vraiment les moyens de travailler sur une grande échelle là-dessus, de publier leurs recherches, de se rencontrer, d'échanger là-dessus d'une façon plus ouverte. Et c'est vraiment ce que nous, on voudrait essayer d'initier en France, que même si les universités se mettent pas tous à avoir un département en psychologie transpersonnelle et parapsychologie, qu'au moins des professeurs puissent consacrer une partie de leur temps à étudier ces phénomènes, à recevoir des patients, sans être pointé du doigt. Sans être pointé du doigt et en travaillant normalement, voilà, parce que voilà. Stéphane Alix, on rappelle le site internet de l'INRES, c'est inres.com. Je ne me trompe pas. Non. INR2ES.com. Donc pour ce livre qui est prévu pour automne 2008. Alors voilà, c'est la deadline qu'on s'est mis aujourd'hui. Elle sera peut-être modifiée parce que ça va dépendre effectivement de la capacité d'implication de tout le monde, mais on avance bien. L'équipe est constituée, chaque rédacteur a un chapitre et ça avance. Merci beaucoup Stéphane Alix. Merci à toi.